Moi, je suis encore 100% cuisine futée. Je n'ai pas changé. Alexandra Diaz, un nom qui résonne dans l'univers médiatique québécois. Notre Rachel Ray du Québec. C'est la redéfinition de ce que veut dire prendre soin de soi. On m'a fait remarquer que j'étais entrepreneur. Je n'ai jamais fait enter sans me demander si mon geste public se retrouvait à la une du journal demain. Ça prend un peu d'alcool, là. Puis ça prend des nuits blanches de fiesta, là. Et j'incarne la cuisine pour la famille, pour les tout-petits. Dans une industrie qui ne pardonne rien. Les saines habitudes, pour moi, c'est d'abord de triper, de jouir de la vie. Tu peux l'échapper en 3 secondes. Un art de vivre. 17 ans de ma vie en direct tous les jours de ma vie. J'entends beaucoup de rigueur. Te presser le citron quotidiennement. Là. Ça m'a beaucoup essoufflé aussi. Il y a des gens qui tueraient pour avoir cette job-là. C'était d'une impossible paresse. Tu travailles comme ça aux nouvelles, mais t'as ça de satisfaction. Le confort est la pire drogue dans le monde. C'est la vie la plus stimulante. Je t'en ai parlé, j'ai eu un frisson. Je regarde ça comme du food porn. Ma nature craint le vide. Préparez-vous à découvrir une Alexandra qui dérange. Les Dérangeants. Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux 4 coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com/entreprise. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Étienne Crevier à l'animation qui vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode, en fait, fraîchement sorti, un de nos grandes entrevues de la saison. On est très heureux aujourd'hui de recevoir Alexandra Diaz. Vous connaissez Les Dérangeants, fièrement présentés par le Fonds de solidarité FTQ et propulsés par Asteris de Québécois. On remercie tous nos sponsors à chaque émission qui nous permettent de produire cet excellent contenu pour briser l'isolement des entrepreneurs, donc les Blue HF Légal, les Astérix de Québécois comme mentionné, les QGDA, le réseau des CCTT, Kera Capital Partners. Comme à chaque épisode, j'aurais pu retenir un Dominique Gagnon, une Fanel Fleurant, Elisabeth Apatiello ou un Philippe Lamarre, mais j'ai avec moi la magnifique Marie-Josée Richer. Salut Marie-Louis. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, aujourd'hui, on a reçu Alexandra Diaz, la personnalité média, l'animatrice, dans le fond, qui était à Radio-Canada, à TVA, et qui s'est lancée plus dans la variété recettes, le food, le health and wellness. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre? Bien, moi, je dois l'avouer, je suis vraiment cordonnière mal chaussée. J'ai pas de télé, alors je la connaissais très peu. Donc, j'ai vraiment découvert une personne, extrêmement énergique. Elle est emballante, elle est excitante, elle est intuitive, elle a une énorme rigueur. Elle est aussi très consciente de ses relations. Puis j'ai l'impression qu'elle a simplement entrepris sa vie. Puis ça s'est manifesté dans toutes sortes de formes. Elle a comme bâti un empire par une rigueur et une énergie débordante. Puis elle est travaillante, là, pas C'est possible. Là. Tu vois que c'est quelqu'un qui est extrêmement travaillante puis qu'elle a fait arriver les choses. Non, puis c'est une entrevue très inspirante. On est vraiment content de l'avoir reçue. Donc, on écoute ça à l'instant. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! On est très heureux de recevoir aujourd'hui au Dérangeant Alexandra Diaz, un nom qui résonne dans l'univers médiatique québécois et qu'on connaît depuis des années. En fait, Alexandra, c'est une figure rassurante et aimable, au sourire contagieux, en fait, qui a commencé sa carrière comme journaliste, chroniqueuse culturelle à Radio-Canada, puis à TVA. Elle est derrière les phénomènes de cuisine futée, elle a piloté Parents pressés, et aujourd'hui, en fait, Alexandra est avant tout maintenant une entrepreneure. Aujourd'hui, on explore avec elle c'est quoi les facettes moins lisses de son parcours, la transition vers sa propre marque, son rapport à l'image dans une industrie qui ne pardonne rien et sa quête d'authenticité dans un monde de filtres. Préparez-vous à découvrir une Alexandra qui dérange. Et bonjour Alexandra Diaz. Salut! Comment ça va? Merci pour cette présentation-là. Merci pour l'invitation. J'aurais tendance à commencer avec cette question-là. Est-ce que c'est un compliment pour toi de dire que tu es une dérangeante? Ben, tu sais, dérangeant, c'est un mot péjoratif. Mais moi, j'aime interpréter les choses puis leur redonner le sens que je veux. Puis je pense que c'est un compliment. Je veux dire, que vous dérangeant, que j'écoute presque depuis le début, pour moi, dérangeant, ça veut dire faire bouger les choses. Ça veut dire ne pas avoir peur ou plus que d'aller au-delà de ses peurs. C'est comme let's go, là, on fait du bungee. Chose que je ferais jamais dans la vie. Mais on se le cachera pas parce que t'as incarné, en fait, l'entrepreneur, un peu self-made woman aussi. T'es né au Chili en 1972, t'es arrivé au Québec en bas âge, puis t'as commencé ton chemin dans les médias traditionnels.
pour finalement t'incarner comme les saines habitudes de vie et la figure de proue québécoise de prendre soin de soi. Comment est arrivée un peu cette découverte-là, de ce parcours-là de journaliste à justement plus au niveau des saines habitudes de vie? Bien, il y a deux choses, là. Je vais donner ma définition des saines habitudes, là. Ça prend un peu d'alcool, là. Puis ça prend des nuits blanches de fiesta, là. Parce C'est pas juste des noix puis des électrolytes. Non. Il n'y a pas juste ça, tu sais. Mais justement, tu bois des électrolytes pour pouvoir prendre un verre de vin. Fait qu'il y a beaucoup ça, tu sais, la redéfinition de ce que veut dire prendre soin de soi, tu sais, entre l'extrême, des choses qui ne sont pas durables dans un mode de vie, là, pour être en forme, tu sais. Je te dirais que les saines habitudes, pour moi, c'est d'abord de triper, là, de jouir de la vie, de vivre des expériences. C'est vraiment ça, les saines habitudes, de goûter à tout, de voyager, de goûter à tout ce qu'on t'offre, de mettre des choses sur tes papilles gustatives qui vont te déranger. on revient dans la boucle. Puis je te dirais que c'est drôle parce que quand j'ai quitté ma carrière de journaliste, j'avais appelé Dominique Chaloux. Moi, je faisais la télé depuis toujours, mais il y a l'information et il y a les variétés. Et il y a... C'est deux mondes. Donc, je ne connaissais pas les variétés, même si je faisais de la télé tous les jours de ma vie, plusieurs fois par jour et en direct. J'ai jamais eu les cheveux sales. Il faut que tu sois prête à être toujours en ondes. Et là, je me disais, par quel bout je commence? Et j'ai commencé à regarder dans les génériques des émissions que j'aime le plus, qui était à la tête de ça. Et le nom de Dominique Chaloux revenait très souvent. Donc, je l'ai appelée. Et c'était la grande patronne de Radio-Canada qui venait tout juste de quitter pour fonder sa boîte de production. Et je me suis dit, bon, ben, peut-être qu'elle va me produire. Puis quand on s'est assises ensemble pour voir quel type d'émission je pouvais faire, pour elle, je ne sais pas pourquoi elle avait lu un peu qui j'étais, mais elle me disait, ça fait du sens que tu fasses une émission un peu à la Rachel Ray aux États-Unis, qui est, tu sais, comme une petite bonne femme de bonne humeur, qui mange tout le temps, puis qui lèche sa spatule, puis qui aime les gens, puis qui a une forme de familiarité, mais en même temps de rigueur. Puis elle me disait, il faudrait que tu sois notre Rachel Ray du Québec. Puis, et puis je me disais, c'est drôle, tu sais, parce que c'est un naturel. Tu sais, moi, je suis née en cuisinant. Chez nous, tout le monde cuisine. J'ai une famille excessivement machiste, chilienne. Les gars, si vous jouez pas de la guitare, cuisinez si vous voulez pogner et avoir des diplômes. Il faut être à la fois... Tu sais, c'est chargé de pression quand même, cette culture-là. Je comprends le mot machiste maintenant. Là. J'allais te questionner, mais l'explication fait du sens. Là. Ouais. Il faut que tu sois instruit, il faut que tu sois cultivé, il faut que tu sois très respectable, très gentleman. Il faut que tu saches divertir. Il faut que tu puisses soutenir une conversation, puis il faut que tu puisses l'entrecouper d'une recette extraordinaire que tu as faite, un drink, puis là, si c'est le summum du summum, tu joues de la guitare, là. Tu fais un petit mouvement de bassin en même temps. Là, puis... Ben non, mais ça, mes cousins dansent tous mieux que moi, avec un verre de vin, là, tu comprends. Est-ce qu'il y a autant de pression pour les femmes? Plus, c'est sûr. Ah ouais? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont permises aux hommes, qui ne sont pas permises aux femmes. Il faut quand même que tu te tiennes plus droite, là, moins de... Je pense que ça change beaucoup. Ça fait quand même quelques années que je suis pas retournée au Chili, puis il faut le dire parce que je pense que ce sont des sociétés qui évoluent à vitesse grand V. D'ailleurs, dans un de mes derniers voyages au Chili, j'en revenais pas comme juste physiquement l'urbanisme, l'économie. Je revenais à Montréal, puis j'avais un feeling pic-pic, là. Je veux dire, c'est ostentatoire, c'est moderne, c'est luxueux, c'est Non, c'est ça. C'est plus juste des économies émergentes, là. C'est des économies qui s'établissent. L'Amérique du Sud, c'est fou ce qui se passe. Ouais. Puis, est-ce que ça te manque de retourner? Oui, mais à un moment donné, j'ai comme fait le choix de voyager ailleurs parce que quand mon fils est né, qui va avoir 19 ans cet été, je voulais tellement qu'il puisse maîtriser la culture chilienne comme je la maîtrise. Comme je la maîtrise. Je ne la maîtrise pas, mais comme moi, je la maîtrise, c'est-à-dire que je connais ses rites et coutumes, je connais son folklore, je connais sa musique, je connais sa littérature, je parle 100% chilien, c'est espagnol avec l'accent. Mais non, pas tout à fait avec l'accent chilien, c'est un peu hybride, mon affaire. Le tché. Non, ça, c'est argentin. Oups, on va couper son montage. Non, mais c'est charmant, là. Mais je voulais tellement qu'ils maîtrisent la culture chilienne, qu'ils soient comme des poissons dans l'eau quand ils vont au Chili, que chaque année, j'allais passer le mois de janvier là-bas au Chili. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais voir autre chose. Puis là, j'ai décidé de commencer à voyager en Asie, en Afrique, en Europe. De voir le monde, puis de ramener ça un peu au Québec. Donc, tu nous racontais, c'est Dominique Chaloux qui a vu en toi
justement cette image-là. Tu lui as fait confiance, si on peut dire ça comme ça. Tu l'as suivi dans ce rêve-là et ça l'a donné lieu à des phénomènes cultes. C'est pas juste une émission. Le fait qu'on disait en préparation, Cuisine futée, Parents pressés, c'est des succès incroyables. Ouais. Puis, aujourd'hui, est-ce que d'avoir été derrière ces phénomènes-là, c'est un coup de pouce pour la prochaine étape? Ou au contraire, tu vis un peu dans l'ombre de ton succès? Comme un peu un artiste que tout le monde lui demande de jouer sa toune. Joue-nous ton succès du début. Puis là, t'es comme, ouais, mais j'ai fait aussi des nouvelles chansons. Où est-ce que tu te situes? Ben, moi, je suis encore 100% Cuisine futée. Je n'ai pas changé. C'est juste que cette marque-là s'est éteinte, bien malgré moi, mais je suis encore exactement ça. Tu es l'ambassadrice de Cuisine futée, là. Mais tout ce que je faisais dans Cuisine futée se poursuit. C'est juste que j'ai changé d'outil. Je cuisine avec un air fryer, tu comprends? J'essaie de suivre les tendances, puis j'ai un flair quand même pour certaines choses. Mais j'incarne la cuisine pour la famille, pour les tout-petits, pour la mixité des générations. Tiens, à ma table, il y a encore des bébés parce que j'ai des amis jeunes qui sont à cette étape-là. Et j'en ai d'autres qui ont des enfants qui ne pourraient pas être mes enfants. Donc, tu sais, il y a quand même... tu sais, j'aime beaucoup ça. Vivre en communauté, avoir des astuces pour être dans une forme d'efficacité, mais pas me mettre de la pression. J'ai pas le goût de sentir qu'il y a un klaxon derrière moi puis qu'on me dit « dépêche-toi », mais l'optimisation, l'efficacité des choses. Donc, tout ce que j'incarnais dans la Cuisine futée, tout ce que je véhiculais, tout ce que je souhaitais donner aux gens, je n'ai absolument pas changé. Donc, c'est juste que ça s'appelle plus comme ça. Toi, Marie-Josée, as-tu... incarner le parent pressé avec 3 garçons à la maison, bâtissant ton entreprise? Ben moi, je pense que je l'incarne au jour le jour. Ça change pas. Ouais, ben ça va prendre un bout de temps jusqu'à temps que mes enfants vieillissent. On est vraiment dans le parent pressé. Puis justement, des astuces, c'est vraiment précieux pour les mamans, les papas pressés, des raccourcis, tout ça. Mais moi, je me demandais, tu sais, tu as vraiment été dans la cuisine. Ouais. Puis là, on parle des saines habitudes de vie. Est-ce que tu as ajouté des cordes à ton arc sur est-ce que c'est le sport, le training, la méditation? Est-ce que le bien-être, ça veut dire aussi autre chose que la cuisine? Ou tu t'es vraiment centré sur la cuisine? Pour moi, c'est 2 choses. C'est-à-dire que tu peux vraiment bien manger et ne pas faire du sport. Mm-hmm. Tu peux vraiment faire beaucoup de sport et mal manger. Mm-hmm. Il faut que tu apprennes à intégrer les 2 dans ta vie. Puis toutes les études prouvent qu'en vieillissant, le sport prolonge ta qualité de vie et ton espérance de vie, je l'espère. Mais moi, je n'étais pas sportive plus jeune. Je veux dire, je suis celle qui avait... je sais pas comment je m'en suis tirée, mais je n'allais pas à mes cours d'éducation physique au secondaire. J'étais dans le conseil étudiant, je faisais d'autres trucs. J'étais hyper impliquée, mais j'étais super complexée. Je n'étais pas habillée dans les sports de groupe. Puis on dirait qu'il y a comme une faille dans le système qui fait qu'encore aujourd'hui, je m'explique mal. Puis aujourd'hui, ma maman est décédée parce que ce sont des choses que j'aimerais lui adresser alors que je vois mes enfants être hyper performants en sport tout naturellement. Donc, visiblement, ils ne tiennent pas ça de moi. Mais le jour où tu découvres que pour une non-sportive naturelle comme moi, les bénéfices de, genre, décupler ta jouissance de vivre en faisant un sport, il faut que tu le trouves, que ton sport te trouve. Parce que c'est comme un enfant de 2 ans. Si tu lui donnes une balle, il ne l'attrape pas. Tu lui donnes un ballon de plage, il l'attrape, t'es faite. Tu ne voudras jamais arrêter, c'est le fun, il réussit. Donc, le jour où tu trouves ton sport, tu viens de décupler. Là, c'est comme on dit en finance, que je maîtrise mal pour une entrepreneur, mais c'est des rendements composés. Bien, c'est un rendement composé de bonheur. Mais c'est 2 choses, parce qu'il y en a qui ça ne va pas toujours ensemble. T'sais. Ça revient beaucoup à connais-toi toi-même, être sur ton X. Puis plus jeune que tu te connais, mieux tu es capable, en fait, de trouver tes raccourcis puis d'être vraiment en mesure d'optimiser ton quotidien. Avant de continuer l'entrevue, on a une petite capsule de notre partenaire du Fonds de solidarité FTQ où justement, on aborde le concept d'être sur son X dans un concept de reprenariat. On écoute ça à l'instant. Comment fait-on pour essayer de trouver des repreneurs potentiels? Comment on fait pour évaluer les talents? Est-ce que dans le marché, il y a des ressources ou des outils qui peuvent aider les cédants à mieux planifier la transmission de leur entreprise? Donc, merci beaucoup pour ces excellentes questions sur la recherche d'acquéreurs et la mise en marché de nos entreprises dans le cadre d'un transfert d'entreprise. Pour y répondre, je suis avec Dany Pelletier et Julien Laplante du Fonds de solidarité FTQ. Messieurs, bonjour. Bonjour. Par où commencer la recherche d'acquéreurs quand tu es un cédant? Les premières choses à penser, c'est l'entreprise est basée sur des valeurs. Donc, des valeurs qu'on va continuer à vouloir voir dans son entreprise.
et avec une continuité de la vision également. Donc ça, c'est la première base de dire qui sont les acquéreurs potentiels de ce côté-là. Si on a besoin du réseau, nous, on est au cœur même de ce réseau-là également. On a d'ailleurs nous-mêmes notre propre liste de repreneurs. Ça, c'est vraiment important parce que ça ne coûte rien. Je pense que pour les auditeurs qui veulent se mettre sur la liste du Fonds de solidarité pour dire « je suis un acquéreur potentiel », juste de contacter puis de commencer à recevoir des dossiers, ça peut être une bonne façon d'être dans la recherche. Tout à fait. Ça coûte un appel. À partir de notre liste de repreneurs ou même à partir de notre réseau, on peut mettre les entrepreneurs ou les cédants en contact. Un aspect qui est important également, c'est vraiment de considérer la relève interne aussi. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'à l'interne dans l'organisation, il y a des gens qui pensent peut-être également vouloir acquérir cette entreprise-là. Donc, d'en parler de façon ouverte avec nos employés, avec notre relève, peut également apporter des belles surprises. Et surtout, ce qu'il faut écarter, c'est vraiment de dire « Ah, ça ne peut pas arriver parce qu'ils n'ont pas les moyens. » Il existe dans le marché, nous, on en a fait dans le passé, des transactions qui ont facilité cette reprise-là par une équipe de management. À la fin de la journée, ce qu'on veut vraiment, c'est de s'assurer que la reprise de cette entreprise-là va se faire au Québec. Ça, pour nous, c'est la priorité numéro 1. Donc, il y a des repreneurs qui sont partout. Il ne faut pas se mettre d'hypothèse qu'ils n'auront pas d'argent, ça ne leur tentera pas. Julien, dis-moi, est-ce que ça vaut la peine d'en parler vraiment à tout le monde? Est-ce que ton management est au courant que tu t'entames ce plan-là de reprenariat comme cédant? C'est-tu bénéfique? C'est-tu dangereux? C'est du cas par cas. Ça dépend toujours de la relation qu'a le cédant avec les gens à l'interne, son équipe. Ça peut être des employés. Dans certains cas, c'est des gens de la famille. Donc, une évaluation, c'est sûr, des différents prospects ou des différentes personnes qui pourraient reprendre l'entreprise est vraiment importante à faire. C'est le cédant, c'est sûr qu'il va avoir quand même une bonne idée des employés clés au sein de l'entreprise qui vont être en mesure de se dire, bien, je pense que ce candidat-là va être capable de reprendre l'entreprise. Il y a le leadership, il y a les qualités, il y a l'expérience, il connaît l'entreprise. Par contre, je pense qu'une chose qui est importante à prendre à regarder, c'est un œil externe qui va venir soit confirmer ou des fois infirmer certains des repreneurs potentiels qu'on aurait ciblés. Donc, l'aide externe, nous, le fond, on travaille avec beaucoup de partenaires qui peuvent venir aider les cédants. Ça vaut même la peine, j'ai vu des entreprises faire des tests psychométriques parce que, OK, oui, c'est facile de bien s'entendre autour d'un lunch, 2 lunchs au début, mais si tu veux aller plus en détail puis s'assurer que ton groupe de repreneurs s'entende bien, bien, ça vaut la peine des tests psychométriques, là. Exact. Les outils externes, que ça soit familial ou que ça soit des employés ou des repreneurs externes. Se faire accompagner. C'est important. Pour trouver les perles rares. Puis parlant d'outils, justement, Danny, c'est quoi, mettons, ta vision des outils disponibles au Québec pour accompagner les cédants? Au Québec, on est vraiment choyé. Puis je dirais dans les 3 phases, donc avant, pendant et après la transaction. Je commencerai avec l'École d'entrepreneurship de Beauce, qui est vraiment avant la transaction, qui, dans le cadre de Mouvement Propulsion Entrepreneurship, va former des repreneurs et des cédants, justement, en amont pour une bonne préparation. Pendant la transaction, il y a le CETEC et Réseau Mentorat qui sont vraiment complémentaires. Donc, le CETEC peut mettre en relation, à titre d'exemple, des repreneurs et des cédants dans une transaction en toute confidentialité. Réseau Mentorat, lui, c'est plus au niveau de l'accompagnement quotidien pour voir ce qu'il vit, donc étape par étape par rapport à ça. Et finalement, il y a Entre-Chefs qui est là vraiment après la transaction. Un entrepreneur est souvent seul dans sa solitude et il faut éviter ça le plus possible. Donc ça, c'est vraiment un forum où ils peuvent, en toute confidentialité, dans un safe space que j'appellerais, échanger sur les réalités qu'ils vivent ou des défis que les autres entrepreneurs comme lui ou comme elle vivent également. Nous, on connaît l'ensemble des joueurs de l'écosystème. On va être en mesure, compte tenu de la situation particulière, de le référer à une bonne personne également ou à un bon groupe, dépendamment de sa situation et de ses besoins également. Question bonus, Julien, je serais curieux de t'entendre de la part d'un cédant, quand vient le temps de négocier la valeur de son entreprise ou d'avoir une idée de combien demander, en fait, as-tu des conseils pour ces gens-là? Conseil d'ordre général, c'est vraiment de faire ses devoirs. Donc, d'être bien accompagné avec des évaluateurs d'entreprise agréés, d'être structuré, d'être transparent,
Ça fait toute la différence quand on vient pour présenter notre entreprise à un repreneur. De la crédibilité aussi, de l'information qu'on fournit. Si le repreneur commence à douter de l'information qu'on va lui donner, ben ça va faire en sorte qu'on le cédant va perdre un petit peu de crédibilité et ça pourrait impacter la valeur qu'il pense obtenir. Donc, c'est très, très éclairant, messieurs. Merci beaucoup et on continue notre épisode à l'instant. Donc, on est de retour avec Alexandra Diaz. J'aurais envie de te relancer la question, en fait, comment qu'on gère le risque quand que notre nom est la marque aussi? Mettons, tu es sur l'autoroute puis tu coupes quelqu'un, là, puis tu lui fais un « fuck you » parce que là, mais en même temps, tu es ton image. Donc, tu peux pas dissocier le produit de la personne. C'est-tu un risque? C'est-tu un atout? Comment qu'on gère ça? Bien, moi, je pense que le fait d'avoir été journaliste dès ma sortie de l'université, ça a tout changé. C'est que je n'ai jamais fait enter sans me demander si mon geste public se retrouvait à la une du journal demain, c'était viable. Tu n'as pas envie d'être ta propre nouvelle à lire le lendemain. Le risque avec les réseaux sociaux, c'est que tu peux l'échapper en 3 secondes. Donc, moi, j'ai quand même connu les réseaux sociaux. Là, il y avait Facebook, Twitter, puis nous, on devait tweeter nos nouvelles simultanément. Puis c'est un multitâche que je faisais très aisément, puis ça nous permettait d'atteindre des... Tu sais, je me rappelle que parfois, certains syndiqués disaient « Mais pourquoi on nous demande cette double tâche-là? » Puis moi, je me disais « Mais t'imagines, ça te permet, dans une antenne comme à TVA, de décupler quotidiennement ton following. Ils le mettent sous ton nom. Moi, fait que déjà, j'avais comme un instinct d'entrepreneur. Tu voyais que ça bâtissait ton brand, tu étais capable... Ça, c'était ton actif que tu allais partir avec. Là. Ils ne pouvaient pas te l'enlever. Oui, même que je n'ai jamais utilisé l'adresse courriel ni de Radio-Canada ni de TVA dans tous mes contacts au cas où je quitte un jour pour que ça me suive puis que je puisse garder. Tu sais, j'avais un peu déjà le réflexe de l'infolettre, de ta base de données. De créer ton following personnel, en fait, versus... Fait que ça a été plus un tremplin de créer ta marque personnelle qu'un frein, finalement. Exact. Mais tu sais, d'avoir un comportement irréprochable au sens respectueux. C'est la base, là, de ton éthique de travail. Oui, mais jamais, jamais, jamais je vais publier quelque chose ou je vais faire quelque chose qui pourrait porter préjudice à mon entreprise, à mes livres, à mes enfants d'abord, à ma famille, à mon intégrité, à mes amis. Puis si tu savais tout ce que je vois, à quel point je me dis, dommage. Parce qu'il y a vraiment des limites qui sont transgressées quotidiennement selon mes valeurs, mais les miennes ne sont pas celles des autres. Mais je pense que cette base journalistique-là fait que évidemment, mais je ne ferais pas de doigt d'honneur anyways sur l'autoroute. Jamais. Mais c'est ça, à quel point on devient impeccable parce qu'on a le regard des autres. Qui nous regardent versus que c'est inné, qu'on est impeccable et finalement, les autres nous regardent d'une certaine façon. Est-ce qu'on se censure ou est-ce qu'on se... Oui, mais en même temps, ça t'a bien servi à travers ton parcours. Impeccable, je te dirais que, respectueuse, c'est vraiment important. Self-conscious, c'est quoi le juste terme en français? Conscience de soi-même. Mais de son image. Oui, de son image. Self-conscious, un côté péjoratif de quand je suis tellement self-conscious, c'est comme je me regarde trop, tu sais. Je me sens jugée. Mais on doit, je veux dire, quand on est journaliste, tout le monde te voit, le monde te reconnaisse. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment... Moi, ça, j'en suis justement, victime. tu sens une certaine Oui, c'est ça, tu sens une pression moi, je suis de ça. self-conscious de mon image à cause de la télé. T'sais, probablement que c'est comme les gens qui n'ont pas une image publique puis qui ont un mariage puis qui veulent rentrer dans leur robe pour le mariage. Mais moi, parce que je suis sous l'image publique, probablement que je serais d'un grand laisser-aller, d'un grand abandon. Mais j'ai eu ce tonus de cette image-là très tôt parce que j'étais déjà un peu fière-pète, là. J'ai grandi à Québec. Nous sommes très chics, les gens de Québec. Non, mais pour vrai, je regarde encore mes amis, ciel, qu'on est chic. Il y a quelque chose de vraiment... que j'ai beaucoup aimé en venant à Montréal, de beaucoup plus relâché, tu sais. Puis... Attends, t'es-tu en train de dire que les gens de Montréal sont comme... relax ou sont pas chics? Mais je fais des blagues. Je suis un peu d'accord avec toi, by the way. Non, mais il y a quand même une option. C'est à vrai. Québec... Tu sais, tu as l'option de promener en jogging à Montréal, alors qu'à Québec, j'ai pas vu ça. Tout le monde est vraiment très élégant. Pas à 100%, mais je généralise. T'sais. Mais tout ça pour dire que j'avais déjà ce pli dont je suis très fière de ma ville. De bienséance. Tu sais, le look Simons, là, tu comprends? Ouais. Bon, si je te dis Simons, je te dis les Simons, je te dis les entrepreneurs de Québec. Il y a comme quelque chose de très organisé.
On est d'accord. Une unicité, somme toute. Puis, mais t'en parlais justement, dans la culture chilienne, il y a quelque chose aussi de... Coincé. Ben, tu vois, j'aurais dit une bienséance, un art de vivre qui se transmet encore de génération en génération. On demande la permission pour quitter la table, chose que je ne sais plus depuis au Québec, on ne fait plus ça depuis les années 70. Tu as enseigné ça à tes enfants encore aujourd'hui. Donc, il y a là une base dans ton éducation qui te prédisposait à avoir une image de marque publique. Oui, mais en plus, c'est que ça, jumelé au fait que je termine l'université, je me retrouve en direct à la télévision tous les jours de ma vie. Je ne ferai pas un live pas maquillée, pas mise en pli, pas bien habillée. Donc, ça laisse peu de place au laisser-aller. Aujourd'hui, on voit ça sur les réseaux sociaux. Ah, ça fait 6 jours que je ne me suis pas lavé les cheveux. Paraît que c'est bon. Je dis, c'est même pas une option. Voyons donc, moi, je me lève le matin, la mise en pli est faite. J'ai quand même passé 17 ans de ma vie en direct tous les jours de ma vie pour des nouvelles qui étaient plus soft dans le bulletin de nouvelles, parce que moi, je faisais les arts et spectacles, donc j'avais vraiment le segment divertissement culturel qui fait plaisir, qui donne du souffle entre des drames et des faits divers. Mais parfois, les faits divers pouvaient survenir dans ma cour à moi, puis donc je pouvais aussi porter des fois des nouvelles plus difficiles, mais tu rentres ton nom dans un bulletin de nouvelles, là, t'es... C'est aligné. Mais moi, j'entends, en tout cas, de ce que tu racontes, j'entends beaucoup de rigueur. Je sens que tu es quelqu'un de travaillante, tu es persévérante. À quel point ça t'a aidé justement à passer dans le monde de l'entrepreneuriat puis à passer au chapitre suivant dans ta vie? 3000 %. Oui, parce que moi, j'ai pas de MBA. Puis des fois, je me dis, si j'avais pas étudié en Sciences Po, au Café chez Paul, à l'Université Laval, je sais pas ce que ça aurait fait. On m'a fait remarquer que j'étais entrepreneur. On m'a fait remarquer que j'avais une bosse des affaires, que j'avais un sens pour la négo, que je closais, que j'étais une bonne closeuse, que je trouvais des bonnes campagnes, que je trouvais des noms vraiment, comme qu'on aurait donné à des agences. On m'a fait remarquer ça, mais... Je veux dire, travailler dans une salle de nouvelles, là, c'est vraiment te presser le citron quotidiennement. Là. Ça demande une très, très, très grande rigueur. À l'époque où les journaux étaient encore papier, je recevais 5-6 quotidiens en français, en anglais. Tous les jours, je devais tout lire. Je me levais 2 heures avant de commencer à travailler pour me taper tout ça. Je post-itais toutes les nouvelles possibles et impossibles. Et quand tu fais de la culture, il faut que tu aies une culture générale pour pouvoir comprendre les démarches cinématographiques. Ou c'est comme le récit. Donc, il fallait que je lise l'actualité autant que je lise les sports, je les skippais. Mais que je lise du cahier A jusqu'avant les sports pour pouvoir défendre les trucs. Puis aussi parce que tu reçois ton affectation le matin même. Donc, si comme une icône du cinéma qui est décédée, mais tu connais pas sa filmographie ou tu sais pas ça réfère à quelle époque, comment est-ce que tu peux aller en ondes le soir même? Donc, ça m'a beaucoup essoufflée aussi. Là. J'avais l'impression d'être une élève constante, d'être toujours à l'université. Puis j'étais un peu tannée à l'université. J'avais hâte de pouvoir me dire, comme je ferme la valve après l'école parce que tu étudies tout le temps. J'ai choisi le pire métier pour ça parce que c'était d'aucune possible paresse. Et en image, parce que j'étais en direct. Peut-être que si j'avais écrit pour un journal ou que j'avais été à la radio, ça aurait été différent, quoique aujourd'hui, les radios sont filmées. Mais à cette époque-là, c'était d'une impossible paresse ou relâchement intellectuel. Et donc, imagine après, tu t'en vas en affaires. Est-ce que c'est libérateur? C'est ça? Parce que tout ça, ce que tu racontes, c'est à la fois, c'est super excitant, j'imagine, au jour le jour. Vraiment. Mais à la longue, peut-être, ça peut devenir épuisant. Est-ce que, justement, quand tu es rentré plus dans l'entrepreneuriat, à faire tes propres choses, avoir toi-même ta boîte de production, est-ce que tu trouvais ça, limite, plus simple? Ah, mon Dieu. Parce que tu avais plus de contrôle. Oui, sérieux? Ah, parce qu'il y a beaucoup de gens en entrepreneuriat qui sont comme, je porte 10 000 chapeaux, c'est compliqué, il faut tout que je fasse. Il y a trop de choses. Mais là, pour toi, finalement, c'était un geste que tu t'es choisi au final. Les médias sont plus tough. Exigeants. Plus exigeants. Puis c'était un peu la question que j'avais instinctivement. Il y a des gens qui tueraient pour avoir cette job-là de journaliste culturel, de variété, un poste à Radio-Canada, à TVA. Puis ça a une certaine sécurité d'emploi. Pour toi, de te lancer justement dans le vide, ça a-tu été stressant à un certain moment? Parce que j'aime beaucoup la citation qui dit « Le confort est la pire drogue dans le monde. » Là. Ouais. Avoir un T4, c'est très, très, très difficile de s'en débarrasser.
moi, je vais parler comme une politicienne. C'est vraiment le fait d'avoir des enfants qui m'a fait quitter les nouvelles. Ah ouais? Je l'ai fait pour la famille. Ouais, parce que dans le fond, tu travailles comme ça aux nouvelles, mais tu as ça de satisfaction. Donc, ça devenait très peu d'efforts pour autant d'enivrement, de la fébrilité de la salle de nouvelles, côtoyer tous les autres beats, comme on les appelle, l'économie, les faits divers, la politique, le sport quand même, tu sais. Les chefs d'antenne qui sont des leaders exceptionnels. Ouais, les tu chefs de t'ennuies pas, chipie. là, finalement. C'est Mais comme... non, mais excuse-moi, c'est la vie la plus stimulante. Ah ouais? Tu côtoies des cerveaux, là, puis des gens d'une humanité. Je veux dire, tu sais, moi, je côtoyais Céline Galipo, là, quand elle était reporter. Là, je t'en ai parlé, j'ai eu un frisson qui m'a traversé le corps, là, tu sais. J'ai travaillé avec Pascal Nadeau, avec Bernard de Rome, avec Claude Charon, à l'époque où il animait avec Pierre Bruno, avec Sophie Thibault. Je veux dire, c'est Donc, les enfants t'ont amené à un équilibre, finalement, parce que tout ça est super excitant. Puis là, bon, t'as 2 enfants. Est-ce que ça a amené plus à un équilibre dans ta vie, tu penses? Je n'étais pas en recherche d'équilibre. OK. Non, j'ai complètement assumé que je suis déséquilibrée. Puis Que t'es workaholic, puis t'adores ça, puis tu tripes là-dedans. Ouais. Mais par contre, ne pas les voir et ne pas être présente, c'est le concept de la nanny, là, c'est impossible. Donc, quand je suis retournée à la salle des nouvelles après mon 2e congé de maternité, moi, j'ai pris mes congés là, 1 an, 1 an et demi environ. 1 an et demi, oui. Parce que je suis partie avant, pendant mes grossesses, pour préparer l'atterrissage, parce que c'est une telle adrénaline. Puis heureusement que je l'ai fait à mon premier enfant, parce que, tu sais, imagine, tu couvres des spectacles, tu voyages, tu as des affectations à l'étranger, tu es assis avec des journalistes qui couvrent des sujets incroyables. Moi, je suis avide de tout, curieuse. Tu te sens brillant parce que tu apprends tous les jours. Il y a aussi le fait d'être trop lucide puis t'apercevoir que tu n'auras jamais d'une vie pour tout apprendre. Mais moi, au contraire, j'avais vraiment l'impression d'être vraiment moins niaiseuse d'heure en heure. C'était... Puis t'étais payée pour ça, en plus. Payée pour ça. Mais là, c'était les congés de maternité, tu trouvais ça quasiment limite un peu ennuyant? Non, parce que j'ai préparé mon atterrissage. Parce que je suis chilienne et j'adore ça. Parce que la vie domestique, Marie-Josée, tu comprends pas comment la vie domestique me comble. Ah oui? Mais c'est drôle. Oui, c'est drôle. Mais ça, c'est ma culture chilienne. Moi, je m'épanouis en repassant une chemise. Je m'épanouis en classant des épices. Tu vois, j'aurais pas pensé à parler justement de la stimulation, de la salle des nouvelles. Tu rencontres des gens, tu es tout le temps, tu sais, comme on it, là, si je peux me permettre. Puis là, tu te retrouves à... Bon, ce que tu as accompli dans la journée, c'est endormir ton enfant. C'est ça qui est ça. Mais un instant, mes congés de maternité étaient quelque chose. Moi, je n'allais pas au Starbucks parler avec les mamans d'allaitement puis de feuilles de chou sur les seins. Là. Ça ne m'intéressait pas parce que je suis très instinctive puis que j'ai jamais cherché sur Internet à savoir quand est-ce que le bébé dort, à quelle heure tu lui donnes. C'est comme un bébé, ça fait caca, ça rote, ça braille. Donc, il va sonner ces 3 cloches-là, puis je vais répondre aux besoins lorsqu'il se manifestera. Puis ça, c'était tellement instinctif. Nous, on est partis en voyage. Pendant mon congé de maternité, j'étais en train de faire un tour dans les fjords d'Oman ou un safari en Afrique du Sud avec mon bébé nouveau-né puis mon autre de 3 ans. OK, tu t'es organisée pour avoir quand même une vie rendre ça stimulant, parce que je me dis, c'est quand même un clash. Entre ça, puis être dans un triplex au Rosemont. Oui, c'est ça. C'est peut-être... puis aller... Mais en fait, je pense que c'est là la partie entrepreneuriale où je me disais, une de mes grandes forces, c'est de saisir les opportunités puis de me dire, nous sommes payés au Québec dans nos congés de maternité. Puis avec la bonne convention qu'on avait, on était presque à 100% de notre salaire. Je me disais, moi, je vais en profiter. Mais je vais en profiter. Puis, quelle est ma passion première, à part ma famille? C'est de voyager. Donc, je me disais, je vais faire le tour du monde, je vais aller me promener, je vais aller passer un mois au Chili. J'ai traversé les Andes avec ma famille en Jeep, en allaitant. Le papa de mes enfants me dit, OK, est-ce qu'on fait une pause pour l'allaitement? Puis je disais, non. Là, moi, je passais par-dessus le banc, puis j'allais en arrière, puis j'allaitais parce que, le banc est à l'envers, petit. Puis là, il était comme, j'aime ça, j'ai une blonde qui a des seins tout terrain, on continue, mais on s'arrête quand tu veux. Puis moi, comme sincèrement, je peux pas me plaindre. Donc, je me serais pas vue, sur une chaise versante avec mon coussin beigne en train d'allaiter pendant des heures. En rotation, à toutes les 4 heures, je sais pas quoi. Moi, je me disais, un carré de sable, un maillot, d'huile solaire, du chasse-moustique, puis on s'en va en Malaisie voir les tours Petronas, puis on voyage, là, donc c'est sûr que je passais pas d'une vie comme... 120 000 à l'heure.
hollywoodienne, Ouais. pour employer un cliché, mais de me faire un quotidien si exceptionnel à... C'est comme je vais changer des couches, là, puis je vais toutes les changer, puis je vais en prendre des lavables si vous le voulez, mais en faisant le tour du monde. Moi, je vais prendre, honnêtement, cet extrait du podcast, puis je vais le faire jouer à ma blonde, parce que j'ai eu un enfant il y a 18 mois aujourd'hui, puis... Félicitations. Merci beaucoup. Je disais, on va-tu à Aruba, on va-tu? Puis elle était comme, mais là, tu sais, les coups de chaleur, les moustiques là-bas, c'est pas bon pour le bébé. Je suis comme, mais je pense qu'à Aruba, ils ont des bébés, eux autres aussi, hein? Je pense qu'ils se reproduisent. Puis ces bébés-là survivent. Fait qu'il doit y avoir moyen de s'arranger. Bien sûr. Et moi, j'entends que tu as littéralement entrepris ta maternité. Vraiment. Tu es vraiment entrepreneur parce que tu entreprends tout ce que tu fais. Puis là, j'imagine, tu es revenu de ces congés-là de maternité, tu es revenu nourri. Donner ma démission aux nouvelles. Tu as donné ta démission littéralement aux nouvelles. Ça a été ça le déclic? Ah oui? Carrément. C'est le retour, tu dit non. C'est-à-dire que, je partais de quelque chose d'extraordinairement satisfaisant à avoir des enfants et à, comme tu dis si bien, je vais le retenir, merci de placer des mots sur ce que je fais parce que moi, j'ai peu de recul. Je suis une fille de peu de recul. Je suis toujours trop en avant, sur what's next. Mais j'ai tellement entrepris, comme tu le dis si bien, ma maternité, que j'en ai fait quelque chose d'extraordinaire que je ne voulais plus quitter. Donc, il était hors de question que je sois aussi disponible pour être en direct à 11h tous les soirs pour le bulletin de nouvelles, la fin de semaine pour des galas. Puis, en même temps, je veux dire, j'étais là quand Denis Arcand a gagné son Oscar. J'étais dans l'avion, puis je revoyais mon topo jouer, puis cette fierté de le voir enfin gagner, de pouvoir témoigner, d'être là, d'être la courroie de transmission. J'ai vécu des moments exceptionnels de couverture. J'étais avec Céline Dion en Afrique du Sud quand sa mère a rencontré Mandela. Des trucs que tu ne vivrais jamais. C'est grandiose. Oui, puis toi, tu es une observatrice, une humble observatrice de ça. Moi, je connais quand même mon rôle là-dedans, mais c'est arrivé à ma petite vie de fille immigrante qui tisse son chemin. Mais en toute sincérité, là, sans jouer la fille gna-gna, genre avoir des enfants, pour moi, c'était ce qui a donné du sens à ma vie. Puis c'est ce qui m'a aussi réparé de toutes mes bébites puis mes blessures de femme ou de mes traumas d'enfance ou de tout ce qu'on traîne toute notre vie. J'ai eu des enfants, j'étais enceinte, ça m'a réparé. Ça a mis comme les priorités à la bonne place. Fait que du coup, tu as laissé ta démission, littéralement. Ouais. Puis qu'est-ce que tu as fait après? J'ai commencé à courir. Ah ouais? Parce que j'avais une amie qui était coureuse, puis qui m'avait dit à un moment donné, le monde se divise en deux, il y a ceux qui courent, puis ceux qui courent pas. Puis moi, me faire baver, j'adore ça. Je suis comme... j'adore ça. Mais moi, j'ai l'impression que tu courais pas mal avant, mais dans la salle de nouvelles, tu sais, tellement. Peut-être pas physiquement, tu courais le marathon, mais... En talon haut avec un téléx. Oui, exactement. Dis à stand-by dans 3, on vient de plugger le satellite. Oui, fait que tu savais comment. Mais j'ai surtout eu... Tu sais, dans ce cercle d'amis-là, j'ai surtout eu quelqu'un qui a su me mettre le bon pas devant l'autre parce que courir, ça peut être à la portée de tous si tu es bien coaché. J'ai eu un bon coach. Et ça m'a donné un tel sentiment d'invincibilité, de force. Moi qui avais été nulle en sport toute ma vie, puis là, je pouvais commencer à courir des marathons, des demi-marathons, des marathons en relais, courir de Montréal à New York en relais, 90 km en 2 jours. Tu fais pas les choses à moitié, hein? C'est vraiment impressionnant. Oui, mais tu sais, je suis vraiment comme... Moi, si tu me donnes des cases à remplir, là, toute seule, je suis capable de rien. Mais si tu me donnes un programme, je vais le suivre. Et là, j'ai découvert la course. Donc, je me suis mise à courir tous les jours en me disant, je n'ai rien, je quitte les nouvelles. J'aimerais... Puis là, je le dis vraiment de façon folklorique, mais sérieuse aussi, comme Oprah, être animatrice, avoir mon studio de production et construire mon studio de télé parce que mes bébés pourraient venir avec moi. Personne ne pourrait me dire que non. Un peu comme quand je t'ai appelé aujourd'hui puis je t'ai dit, est-ce que mon chien, parce que là, je me suis mis dans le chenoute, là, j'ai adopté un bébé. Un bébé caniche. Un bébé caniche, puis je t'ai dit, est-ce que mon bébé peut venir avec moi? Puis moi, j'étais vraiment excitée de rencontrer un bébé caniche parce que je suis un amoureux des chiens. Et à mon grand désarroi, bébé chien n'est pas là. Oui, parce que ma fille arrivait plus tôt, puis on se bat pour rester avec elle, donc je la lui ai laissée, mais c'est vraiment un bébé. Là, je veux dire, elle est moins lourde que ma crème de jour. Là, ça aurait capoté. C'est de la zoothérapie puissance 1000. Mais, tu sais, tout ça pour dire que dans le fond, j'ai quitté les nouvelles. Je me suis mise à courir dans le seul but d'avoir un glow pour rencontrer des gens. Puis je me suis mise à rencontrer des producteurs puis à avoir des lunchs avec des producteurs. Et grâce aux nouvelles, ils me connaissaient puisque ce sont des gens informés. Donc, j'appelais, bonjour, je me présente, Alexandra Diaz. Comme, ben oui, je sais t'es qui. Puis moi, j'étais super comme, ah ouais.
Mais est-ce que tu savais que tu voulais aller déjà dans la nourriture? Tu sais, je veux dire, bon, tu sais, parce que, ou est-ce que justement tu t'es mis à courir beaucoup en disant, OK, ben là, ce que je me mets comme essence dans mon corps, ça va avoir un impact sur mes performances. Est-ce que ça, c'était lié? Moi, je pensais que j'allais animer un talk show. Je faisais... Ah, OK, toi, tu pensais variété. Artistes. Fait comment la bouffe est venue? Bien, Francine Chaloux. Ah, OK. On parlait, puis elle était comme, mais ça te prend quelque chose de lifestyle. T'as beaucoup plus sur tes épaules un éventail qui correspond à des émissions de service qu'à un talk show. Ray, qu'on disait. Et quand elle a voulu produire Cuisine futée, c'est elle qui m'a fait appeler puis qui a dit ça prend Alex à l'animation de cette émission-là. C'est elle qui a vu ça. Le premier épisode était un pilote catastrophique, on l'a jeté. Là. J'étais comme aux nouvelles, mais je posais des questions comme aux nouvelles. Là. C'était pas assez lifestyle. C'était trop journalistique. Je me suis habituée pendant 17 ans à me mettre derrière le sujet de la nouvelle. Alors que là, il fallait que je sois moi. Que tu incarnes un peu mais plus. Ouais. Ça met la table, en fait, ce nouveau chapitre-là qu'on commence pour le nouveau jeu qu'on a au Dérangeant. Oui. Que je crois que tu connais. Oui, absolument. Qui est, on aime mettre en valeur une fondation qui est propre à nos invités et leur faire un don en fonction de la crunchyité de la question. Donc, si tu acceptes de répondre à la question, c'est le don associé de 25, 50, 75 ou 100 $ qu'on fait à la fondation. Si tu refuses, c'est toi qui le fais de ta poche. D'accord. Donc, quelle fondation aimerais-tu mettre en lumière aujourd'hui? La rue des femmes. La rue des femmes. Oui, c'est une vraie maison, un toit qui aide les femmes dans l'itinérance, qui sont dans la rue, qui les accueillent, puis les réhabilite, mais dans un processus où on fait une guérison non seulement physique et sur le plan de la santé, mais émotionnelle. Il y a vraiment une guérison émotionnelle qui permet à un moment donné de rebondir, là. Et Léonie Pelletier, la fondatrice, est une femme qui est un baume en soi. Là. Côtoyer cette femme-là, tu as l'impression de t'enlever des petites épines. Donc, imagine pour des femmes en difficulté. Donc, ce serait pour elle, la rue des femmes. Puis, en fait, c'est ce que tu nous disais aussi qui m'a vraiment interpellée. C'est qu'il y a beaucoup de femmes que c'était des carriéristes qui allaient très bien, qui la vie roulait, puis là, finalement, une bad luck après l'autre se retrouve à la rue. Là. C'est vraiment... c'est pas... Il n'y a pas de prédisposition pour se retrouver à la rue. Non, ça peut arriver à tout le monde. Puis moi, plusieurs exemples qui m'avaient marqué, c'est des femmes après une séparation qui sont extrêmement appauvries, qui perdent tout, qui sombrent dans un état dépressif, qui ne peuvent pas aller travailler, qui ont plus qui portent le fardeau financier à la maison, puis qui se retrouvent à la rue. Et pour moi, la pauvreté, c'est une des pires violences. Donc, je pourrais pleurer toutes les larmes de mon corps d'imaginer qu'il y a des femmes qui sont dans la rue puis avec des enfants, là, c'est fou. Ouais. Fait que j'ai pas le choix d'y aller avec la mise la plus haute. Ben, écoute, on peut se donner tout ce qu'on a. On y va à 100 $, t'es prête? Pas le choix. Écoute, je vais mettre la table. Elle est quand même crunchy, mais qu'est-ce qui est le plus payant? Des livres de cuisine, le média animé, des émissions de variété, être stand-by à 11h le soir à TVA? Donc, de ta carrière, qu'est-ce qui a été le meilleur choix financier? Alors, ce qui est le plus payant, c'est sûr que c'est la télé, c'est les médias. Les médias en top de liste, là. Oui. Sauf que quand tu deviens première vendeuse de livres, ça commence à dépasser le cachet de l'animatrice. Il faut que tu en vendes vraiment beaucoup, là. Mais tu as un super succès. Tu n'es pas dans le top 10, justement, des livres les plus vendus? Oui, cette année, puis j'espère maintenir ce titre-là. Puis surtout parce que je suis un peu en compétition avec moi-même, parce que les succès obtenus avec Cuisine futée, ce sont les miens. Donc, je réapplique un peu la même formule. Tu publies un livre, mais il faut que tu partes en tournée. C'est un peu comme un politicien. Il faut que tu fasses sortir le vote. Il faut que tu fasses découvrir ça. Puis moi, je le fais un peu old school. Je fais pas mes recettes tant sur mes réseaux sociaux. Et là, je vais faire un virage pour être plus présente en cuisine. C'est parce que tout ce qu'on voit comme recette, c'est tellement léché. Alors moi, je regarde ça comme du food porn, ce que c'est. Mais attendez, là, quand vous allez vraiment... Quand je vais sortir du terrain, là, parce que moi, je fais du terrain, je suis une journaliste, je fais ça comme une journaliste, je me promène dans tous les salons du livre, je vais en tournée, dans les expos, dans les trucs, parler avec les gens et tout. Avant, j'avais mon émission qui pouvait le démontrer, mais là, il y a juste une incapacité. Puis le côté entrepreneur aussi, c'est que tout le temps où je passe à acheter des aliments qui coûtent une fortune, à mobiliser une équipe de tournage, sans revenus associés, c'est quand même quelque chose que j'ai la difficulté à accepter comme entrepreneur. Que je vais aller faire Tu dépenses sans garantie de revenus. Sans garantie. Par contre, puisque mes livres ont touché les gens,
que je cuisine à l'air fryer, qui est si vous n'avez pas d'air fryer, vous êtes dans le champ. Mic drop. OK, je vais faire mon pitch de vente tantôt. Mais c'est très bon, en fait, pour en avoir goûté. J'en ai pas encore, mais t'as embrassé cette mode-là, ben, cette nouvelle tendance-là. Ouais. C'était quoi le déclic? Pourquoi le air fryer a été pour toi la meilleure chose depuis le pain tranché? Ben, aussi banal que l'essayer, c'est l'adopter. Hein? Carrément. Parce que moi c'est ça, je me suis souvent dit ça. Moi aussi, j'adore la cuisine, je cuisine énormément. Puis, tu sais, je veux dire, ma grande idole, quand j'étais jeune, c'était Martha Stewart. Je trouvais qu'elle était donc bien extraordinaire avec ses grands jardins, puis ses grands tablés. Puis, tu sais, c'était comme... Elle était donc bien magnifique. Puis, ce qu'elle faisait, tout était magnifique, perfectly perfect. Totalement. C'est ça, mais on ne pouvait jamais arriver à la cheville de Martha Stewart. Non, c'est ça. Sauf que, tu sais, justement, à faire un peu l'étude de marché, comme tu me disais, tu sais, tu vas souvent dans les salons du livre, tu parles aux gens, tout ça. Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que je vais dire de plus? Quel autre livre de recettes que les gens vont acheter? Fait comment, toi, t'as trouvé quelque chose d'assez unique pour te démarquer? Parce qu'on s'entend, là, il y en a un puis un autre. Un livre de recettes. Je pense que la majorité des gens cuisinent peu ou pas. Ah oui? Oui. Encore à ce jour, chaque fois que je fais le sondage autour de moi, il y a des gens qui disent « Je n'aime pas cuisiner, ça m'intimide » ou « Je cuisine pas ». Moi, je me demande qu'est-ce qu'ils mangent. Ben, apparemment, la pandémie, ça l'a aidé. Les gens, je veux dire, il y a plein de monde qui se sont mis à faire du pain. Je pense que tranquillement, justement, avec le prix de la bouffe, peut-être, le prix des restos, etc., les gens se sont peut-être un peu remis à la cuisine. Mais toi, ton unicité, c'est de rendre ça simple et facile. Oui, si je suis capable, t'es capable. C'est sûr. OK. Et moi, je suis une grande assembleuse, là. Et moi, je ne cuisine pas des concoctions. J'ai des ingrédients frais, j'ai les bons outils. Tu sais, je suis comme un mécano. Je me retourne, j'ouvre le coffre, tout est là, je peux résoudre n'importe quel problème. De do it yourself, là. Ouais. Mais justement, ça, c'est approchable, dans le fond, parce que tu n'es pas une grande chef, sauf que c'est approchable parce que la plupart des gens comme moi, on n'est pas des grands chefs non plus, mais il faut cuisiner à tous les jours. C'est quoi des grands chefs? T'sais, moi, j'ai grandi dans une famille où il n'y a pas de grands chefs, mais c'est délicieux, là. Et je suis sans compromis sur mes repas, sans compromis sur la qualité de ce que je mange, sans compromis sur la jouissance devant mon assiette, sans compromis. Donc, tu sais, bien cuire un poisson, c'est la simplicité. Parfois, quand on regarde les Italiens, il y a un peu ça, tu sais. Il y a comme de l'assemblage, une bonne tomate avec un bocconcini, un bon glaze. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Donc, moi, j'ai eu cette éducation-là, je la maîtrisais bien avant cuisine futée. Puis c'est de la pratique, tu sais. Je veux dire, je vous dirai pas combien d'air fryer puis combien de frigo j'ai. Je ne fais que ça. Je suis en 2 meetings, en Zoom. J'ai tout le temps des trucs. Il n'y a rien que j'ai pas testé. J'ai même testé récemment en hommage à une soirée destinée à Jeannette Bertrand pour son centenaire. J'ai ressorti son livre avec son fameux rôti de palette qui doit être braisé à un nombre incalculable d'heures impossibles dans notre réalité d'aujourd'hui. Je veux dire, je pars pas un croque-pot le matin puis je laisse pas mon four rouler toute la journée. C'est ce qui donne un résultat de cuisson sublissime. Je l'ai essayé dans l'air fryer. Ah ouais? Une petite palette de Jeannette Bertrand. Puis ça a marché? Un succès. Donc, air fryer. Moi non plus, j'en ai pas. Hey, ça pognerait par contre. Je reçois ma mère avec le rôti de palette de Jeannette Bertrand, c'est sûr. Au air fryer. Je vais te dire comment on le fait. Mais tu sais, je vous dirais que ce qui a fait vraiment, je pense, le succès de ces livres-là, c'est que d'abord, les gens qui l'ont ne peuvent plus s'en passer parce qu'il n'y a pas de préchauffage. Donc, tu fais des egg bites, des petites omelettes aux œufs. Avant, il fallait que je réchauffe pendant une demi-heure mon four pour un 20-25 minutes de cuisson. Fait que, tu sais, un 45 minutes, puis un petit 5 minutes de préparation. C'est quand même pas compliqué. Là. Mélanger des œufs avec tout ce qui traîne comme légumes, quelques épices. Mais tu mets ça dans l'air fryer, c'est 8 minutes, sans préchauffage. Puis le résultat de cuisson, qui est le point numéro 2, donc la rapidité, l'efficacité, les résultats, je suis en train de te le vendre. Hein. Oui, je t'attends. Regarde, dans ma compagnie. Mais le résultat de cuisson est quand même le critère numéro 1. On n'en parlerait même pas si ce n'était pas ce que j'appelle le croustiphone. J'appelais ça le croustifondant, mais j'ai appris qu'apparemment, dans Occupation Double, il y a un gars qui appelait les choses croustifondantes. Je me suis dit, lui, il travaille pour moi. On aime ça. Mais c'est un Français qui n'a pas été sélectionné, je pense. Fait que c'est peut-être pas un bon ça, toi? Écoute, non, je l'ai appris. Un ami me l'a dit. En tout cas, tu connais ton croustifondant. Je connais ma variété québécoise, OK? Je pourrais travailler à TVA. Fait que le saut de qualité. Je pense que dans vos entreprises, le saut de qualité doit être irréprochable. Moi, je vais aller au bat pour défendre toutes mes recettes. Le air fryer est quand même assez récent dans les innovations culinaires, là. Ça a été quoi ta première introduction avec cette technologie-là? Quand est-ce que tu l'as vu pour la première fois, que tu as goûté? Bien, il paraît que ça existe depuis vraiment plus d'une vingtaine d'années, là, mais c'est des modèles
qui ont été réadaptés. Mais c'était ma jeune assistante il y a 3 ans, une fille de 24 ans, puis on blaguait. Puis moi qui écoute si peu la télé, mais qui est au courant de tout, je lis tout, je regarde le Facebook Watch, les extraits, mais je ne suis pas tant de séries. Là. Je pense que ma dernière, c'était 6 Feet Under, puis c'était la meilleure. Ah, moi aussi? Ah, mon Dieu. Non! On a encore ça en commun. Et on parlait de Sex and the City, et elle ne connaissait pas Sarah Jessica Parker. Alors moi... Oh mon Dieu. Puis elle me dit, mais toi, tu sais même pas c'est quoi un air fryer. Oh, et donc, pour la faire, la même analogie que, et toi, tu sais pas, dans le fond, tu ne cours pas, tu t'es fait piquer sur ton ego. J'allais m'acheter un air fryer. Et il faut t'es te l'ambassadrice des air fryers. C'est fou, hein? Je vais même pas te faire C'est un grâce à challenge. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Elle va nous monter une entreprise, des livres, tout le kit. Toi, tu peux pas être reine d'Angleterre. Ouais, non, mais faut pas... faut pas te challenger. T'es vraiment... Faut pas me mettre au défi. Mais justement, t'es quelqu'un qui cherche beaucoup. J'ai l'impression que, tu fais beaucoup d'études de marché par un peu ton background journalistique. Toujours. C'est quoi le prochain outil culinaire qui va être tendance? Le grand trend. Ouais, ça va être quoi la nouvelle tendance? J'en ai un plan. J'en ai un plan. Puis je l'ai réalisé grâce au fait que j'ai toujours eu cette espèce de frustration de ne pas publier tous les jours, alors que moi, j'ai publié des Reels aux nouvelles pendant 17 ans. J'ai fait du montage de milliers de reportages. Je sais monter, je suis réalisatrice, terrain, studio, monteuse. Je peux tout faire. Je sais construire une histoire, puis je le fais pas sur mes réseaux sociaux parce que je suis prise avec mon entreprise, puis que j'ai aussi en marge de ma carrière médiatique, je faisais de l'immobilier, donc là, c'est comme... Puis des enfants, et j'ai mon studio de production. Ouais. Donc, cette chose-là qui n'était pas liée à un revenu est celle que je supprimais de mon agenda, mais c'est celle qui me frustre le plus parce que je me dis, je suis celle qui a tout pour scorer, performer, puis avoir des super stats sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, YouTube, même TikTok ou quoi que ce soit, puis je ne le faisais pas, puis j'ai perdu le fil de mon idée, puis c'était super intéressant, je vous le jure. C'est quoi le prochain trend? Mais pourquoi tu le fais pas? Pourquoi justement? OK, tu vas le faire. C'est parce qu'il fallait que je dégage du temps. Et donc, j'ai décidé de me faire coacher en entrepreneuriat pour mon prochain plan d'affaires que j'ai toujours fait d'instinct. Et là, ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais une entrepreneur non alignée. Ah, c'est intéressant. Et que ne pas avoir de système enraciné dans mon entreprise faisait que moi, je suis toujours celle qui allait mettre de l'eau au moulin, qui faisait comme huiler la machine pour que ça marche. Mais tout ça doit être automatisé par un système et une structure. Donc, j'ai comme fait mes études à l'envers. J'ai connu des succès à mon échelle, mais en réalisant à un moment donné que je passais à côté d'un potentiel exponentiel. Mais moi, j'ai l'impression que tu as été très, très intuitive. Tandis que là, tu prends un pas de recul puis tu as une réflexion stratégique sur comment je prends du recul pour mieux avancer puis que mon modèle d'affaires, justement, au lieu de me pitcher un peu partout puis de un peu peut-être m'épuiser à travers ça parce qu'on va se dire, il y a 24 heures dans une journée. Exact. Stratégiquement, comment je construis un modèle d'affaires qui nourrit un peu toutes mes passions. Exact. Fait que là, tu es là-dedans. Exact. Puis ça prend du temps avant de trouver un peu son genre de mentor. Comment tu l'as trouvé? Bien, en faisant des recherches. Vraiment. Encore une fois. La journaliste en toi. Attends. Ah ouais? Oui, attends. Mais bouche à oreille ou... Oui, mais tu sais, la semaine 1, quand tu commences à avoir un système d'organisation sur ton temps, sur les moments... Tu sais, je me rappelle que tu as déjà dit, les entrepreneurs qui travaillent 80 heures, je ne crois pas à ça, ta 45e heure. T'es pas aussi bon que... T'es pas super efficace. Exact. Exact. Donc... Puis là, ça m'a fâchée. C'est comme, excuse-moi, je vais lui montrer mon horaire à Étienne. Moi, je travaille 80 heures, puis je les travaille toutes. Mais des fois avec mon cerveau, des fois manuellement, des fois, comme je fais les décors, je fais la direction artistique de mes trucs. Donc, des fois, quand mon cerveau ne fonctionne plus parce que tu as raison, tu ne peux pas soutenir une concentration sur certaines choses indéfiniment. Donc là, moi, dans ce temps-là, j'appelle ça changer le mal de place. Donc là, je m'en vais faire des trucs, cuisiner, tester une recette, refaire un décor, commander de nouveaux murs pour mon studio, tu sais, puis à recommencer à écrire. Parce que moi, j'écris, puis jusqu'à tout récemment, j'écrivais toutes les semaines dans le Journal de Montréal, en plus d'écrire mes livres, en plus d'avoir écrit tous ceux de Cuisine Futée, d'avoir écrit aux nouvelles. Donc, tu sais, ça roulait. Est-ce qu'on peut faire les choses autrement? Parce que c'est un non-sens de mener cette telle vie. Donc, quand j'ai entendu ça, si je n'étais pas embarquée dans le processus stratégique et de systématiser mon entreprise, je me serais dit, ça m'aurait vraiment fait mal dans les tibias parce que je n'incarnais que ça. Tu brûlais la chandelle par les deux bouts. En fait, moi, j'avais un coach qui disait,
Si ton plan d'affaires, c'est de travailler plus fort puis de dépenser plus d'argent, tu n'as pas de plan d'affaires. Exact. Ouais. Fait que ça ressemblait. Fait que là, tu dis time out. Et donc, qu'est-ce qui s'en vient? Bien là, ce que j'ai testé, puis by the way, pour tous ceux qui s'essoufflent, parce que les entrepreneurs instinctifs qui réussissent comme par magie, un peu comme moi, on travaille 80 heures semaine. Maintenant, j'ai 2 blocs de 2 heures par jour. OK. J'arrive à faire presque autant que ce que je fais. Tu me niaises. Ouais. C'est fou. Parce T'es un que peu jaloux. Parce que j'ai mis en action le fait de bien déléguer. Mais aussi, stratégiquement, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Complètement. OK. Complètement. Donc Puis là, l'autre chaque chose- heure qui est dédiée à ton projet, j'imagine qu'elle est beaucoup plus efficace. Oui, oui. 2 blocs de 2 heures. 2 blocs de 2 heures. Mais concentré, là. Je veux dire, mes Ouais. enfants savent que je suis à ne pas déranger, puis il faut qu'ils s'appellent 2 fois pour que ça sonne. Là. Ils ne peuvent pas me poser de questions. Ça a vraiment tout changé, mais c'est parce que aussi, j'ai déposé dans le temps le projet. Alors qu'avant, je labourais le champ au fur et à mesure, puis ça poussait. Puis là, j'arrosais en même temps que je mettais de l'engrais, en même temps que je dormais 2 heures. Là. Donc là, j'ai déposé dans un échéancier à rebours ce que je veux faire. Et pour répondre à ta question, j'ai décidé de répondre un peu à ma question sur le numérique auquel je crois vraiment. Parce que je suis pas retournée à la télé. Puis je me disais que je suis pas certaine que je vais y retourner parce que ça va m'enlever un pouvoir sur mon horaire auquel je ne veux Moins plus de liberté. renoncer. C'est plus contraignant, ouais. Là, Donc- tu veux le faire à ta sauce. Donc j'ai essayé d'allumer. Excusez. Je l'ai pris un peu avec un petit délai, mais elle était bien bonne. Donc, j'ai essayé de tester mon émission. Tu sais, je suis quand même une communicatrice en ligne, OK. avec une émission que je pouvais offrir sur le web. OK. Et ça a été un tel succès. Ça a été des milliers, des milliers et des milliers et des milliers. Comment et ça des milliers s'appelle? ça s'appelait Les soirées croustifondantes à la Diaz. OK. J'aime ça. C'est un long nom. C'est là. alléchant. C'est comme Cuisine futée par empressé que tu n'as pas bien prononcé en intro, comme tout le monde et moi-même. Comment il faut le prononcer? C'est parce que tu as juste dit par empressé, mais c'est pas retenable, ce nom-là. Donc, les soirées croustifondantes à la Diaz, c'est égal à moi-même, pas retenable. Faut juste que tu te rappelles que c'est croustifone. Mais, donc, j'ai essayé ça et ça a été... Je veux dire, je savais pas que... Puis moi, je travaille pas avec Zoom, là, tu sais, je suis une entrepreneur différente. Je savais pas que après 5000 personnes en direct, tu peux pas en prendre plus, donc... Ça t'a pris une plateforme. Puis c'est un peu ma question qui découlait. Je t'écoutais parler l'entrepreneur qui travaille fort, qui est sur tous les fronts, qui fait les décors, qui fait écrit les textes. Combien de personnes derrière Alexandra Diaz? C'est quoi ton équipe au jour le jour? C'est-tu juste des freelances, des travailleurs autonomes que tu vas piger ou au contraire, tu as des gens stables dans le temps? Stable mais contractuel. Pas employé. Tu sais, du temps de cuisine futée, on avait 104 T4 à la fin de l'année. 104. 104. Wow. Ouais, c'était gros. OK, c'est plus une PME, là. C'est une Mais moyenne. c'était grande- incluant des pigistes occasionnels. Mais on en émettait quand même 104 à la fin de l'année. Fait que puis là-dessus, il y avait un bon bassin de temps plein. Ben oui. Mais il y avait du gras. Il y avait du gras. Selon mon point de vue, il y avait du gras. Donc, moi, tu sais, je veux dire, je suis celle qui est capable de faire 1000 choses, qui apprend à déléguer. Donc, maintenant, je te dirais que je travaille avec une dizaine de personnes qui sont contractuelles, mais qui sont vraiment solides et qui sont, comme tout bon entrepreneur, des gens spécialisés dans leur domaine. Donc, qui m'aident à avancer, qui sont, me disent-ils, très heureux qu'on travaille ensemble. D'ailleurs, il y a une des piliers de Cuisine futée qui travaille avec moi encore, puis c'est le fun parce qu'on a toute cette historique de vie, on a toutes ces années-là. Tu sais, ce projet-là, je me suis tatouée sur le cœur. Je le célébrerai toute ma vie. Je considère que les livres de recettes sont des bibles, que vous pouvez les utiliser dans l'air fryer, ça marche à 100%, que ça a grandi avec une génération. Tu sais, mon fils commençait première année jusqu'à la 6e année, donc ces 6 années-là, tous ceux qui ont été là, à ce moment-là, se rappellent. Tu sais, j'étais la passe-partout de leur époque, puis il y a eu comme un vide. Mais je chéris ça à fond, puis je pense que j'arrive maintenant à fonctionner avec une dizaine de personnes, mais il me manque 2 clés pour arriver à ma prochaine phase. Fait que mettons que tu avais 60-80 000 auditeurs qui cherchaient un job, là, qui voudraient... C'est quoi ces 2 rôles clés-là qui te manquent? Bien, dans le fond, il faudrait que je vous pose la question, mais j'ai besoin d'un bras droit. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse être mes yeux, mes oreilles, ma confiance, mon filtre. C'est tough à trouver, ça. Alors, ça, c'est...
Je pense que tout entrepreneur, on rêverait de trouver le ou la bras droite. Mais c'est vrai que j'ai des exemples dans ma tête de gens qui l'ont bien fait, là, des duos qui sont comme inarrêtables. Je regarde l'équipe de G-Soft à l'époque, là, il était vraiment comme... Un prenait la décision, l'autre aurait pris la même décision. Puis là, c'est comme... Inarrêtable est un mot que j'aime beaucoup. Comment? Inarrêtable est un mot que j'aime beaucoup. Mais est-ce que c'est difficile parce que justement, mais toi, on a de la difficulté à faire confiance? Puis faire confiance, ça veut dire que accepter que peut-être les choses ne seront pas faites à notre façon, exactement à notre façon. Donc, mais quand la marque est ton image, c'est ça, tu deviens un peu comme... Moi, je le vois sur moi, tu deviens un peu contrôlante sur, tu le vois, tu as ta vision, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Donc là, avoir un bras droit, c'est faire confiance à quelqu'un puis se dire, ça va peut-être être fait un peu aussi autre. Ça va m'aider d'une certaine façon, mais de l'autre façon, il va falloir que je mette un peu d'eau dans mon vin, tu sais. Justement, est-ce que c'est... Tu sais, puis je parle en général, là, je me dis... Je comprends. Des fois, c'est peut-être... on le repousse parce que de façon pas nécessairement voulue, parce qu'on se dit ça va peut-être un peu dénaturer, tu sais, notre... Quand tu es parti faire le tour du monde, toi, Marie-Josée, vous avez engagé des gens, un directeur général pour prendre la relève. Ouais. Puis ça a été tough. On a payé pour notre année sabbatique pendant 50 ans, là, mais ça passe 5 ans. Ah ouais, c'était assez désastreux. Mais c'est ça, de faire confiance. C'est justement, c'est une prise de risque. C'est ça que je voulais dire. Je comprends tout à fait ce que tu dis, mais en même temps... Je pense que je suis mûre maintenant. Mais c'est ça. Il y a un moment dans sa vie où tu dis, regarde, c'est soit qu'ensemble, on va plus loin, ou toute seule, je suis capable de faire telle chose, mais je pourrais tellement aller plus loin. Donc, peut-être aussi, c'est trouver le bon fit, on va se le dire. Là. C'est ça que j'allais dire. Ça revient au bon fit, parce que si je regarde l'équipe avec qui je travaille, ils sont vraiment kingpin dans ce qu'ils font. Puis ils me bossent un peu, ils savent que moi, j'aime ça un peu. J'ai ce petit côté maso, genre, j'aime ça qu'on me dise... Laisse tomber, je m'en occupe. J'aime ça parce que moi, ma nature craint le vide. Donc là, je papillonne, puis là, j'y vais, puis je veux juste être gentille, puis là, je vais aller les sortir les poubelles pour toi, puis tu sais, laisse faire. Donc, m'en occupe. Me faire remettre à ma place par des gens qui me disent, tu m'as engagé, tu m'as donné un mandat, fais-moi confiance. Laisse-moi l'exécuter. Oui. Mais c'est pas une question de confiance, c'est une question que je suis comme une bonne hôtesse. Je veux juste... Tu sais, que la personne vienne travailler pour moi puis qu'elle ait juste envie de revenir. Tu sais, c'est tout des besoins de validation. C'est tout des petites cassures internes. C'est tout des failles de personnalité. Tu sais, que j'apprends à let it go. Je veux dire, j'écoute ça, mais en même temps, c'est probablement ce qui fait ta qualité d'entrepreneur. Parce que j'avais déjà eu un ami qui m'avait dit, traite tes employés comme si tu traiterais des bénévoles. Fait que c'est un peu ça d'être une bonne hôtesse, tu sais, c'est pas parce que je te paye un salaire que là, comme là, tu me dois tout, puis merci, bonsoir. Fait que t'as ce côté-là humain qui fait probablement que c'est le fun de travailler avec toi. Je veux te ramener sur ce que tu as dit qui m'a marqué. Quand ton fils était de la 1re à la 6e année, c'était une génération cuisine futée. Total. Et là, tu travailles aussi avec des travailleurs autonomes, des pigistes qui sont probablement une nouvelle génération. Comment tu trouves ça, travailler avec cette nouvelle génération-là? Comment tu vois les jeunes arriver et leur relation par rapport à la cuisine? Ils sont healthy, comme disent les youtubeurs français. Healthy? Ils sont healthy, quelque chose de rare. Ils boivent moins d'alcool. Ils se pètent pas la face comme nous. Bien que moi, après 3 verres, je ne coûtais pas cher et je ne valais plus grand-chose de ma personne. Parce que comme tout le monde, on dirait que je bois plus. On est rendu trop vieux. Un peu, mais c'est une autre histoire. Je les trouve... moi, j'aime beaucoup la nouvelle génération. J'aime beaucoup... je regarde mes enfants. Mes enfants travaillent avec moi depuis toujours. Ah oui? Oui. Ils sont payés, là. Ils travaillaient avec moi. Avant, ils n'étaient pas payés. Ils sont pas bénévoles. Elle les traite comme des bénévoles. Exact. Non, mais c'est parce qu'au début, ils m'accompagnaient. Ils m'ont accompagné beaucoup. Ils étaient là à toutes les étapes, mais... À un moment donné, on dit, on veut un salaire. À 13 ans. Non, à 13 ans, j'ai dit, là, maintenant, tu as une obligation de m'accompagner et tu gagnes tes sous et je gère leurs finances, puis ils n'ont pas le droit de dépenser, puis, ils sont... en fait, une bonne maman chilienne. Mon Dieu, que mon fils dit qu'il est en prison jusqu'à la fin de ses jours. Mais c'est avec amour. C'est une prison dorée. Ouais, c'est bien qu'il en soit bien conscient. Mais au jour le jour, vous travaillez justement sur ce... Parce que moi, je veux comprendre, au jour le jour, ça ressemble à quoi? C'est quoi le projet aujourd'hui qui t'allume, qui fait rassembler tes enfants, ton équipe, puis toutes ces jeunes nouvelles personnes-là? C'est qu'il y a un projet en ligne que je suis en train de développer. OK.
Est-ce qu'on au peut en succès parler? de l'autre. Ben, je pense que non. Je pense que c'est parce qu'à partir du moment où je te dis c'est quoi, genre, tout est dévoilé. OK. Moi, je réinvente rien. Donc, c'est un projet en ligne qui inclut la cuisine. C'est un projet en ligne qui inclut la cuisine. Qui inclut Alexandra Diaz aussi, Alexandra Diaz, je pense que c'est l'animatrice. Oui. OK. Je pense que je vais comme me démasquer un peu sur un aspect de ma vie avec ça en lien avec la bouffe. Puis je pense que ça va toucher beaucoup de gens. Parce que quand j'en parle autour de moi, tout le monde m'écoute là, en me disant comme OK, moi aussi, t'as senti un besoin, là. J'ai senti un besoin. Puis là, maintenant, je l'aborde en espérant, à ma façon ticoune d'entrepreneur, respecter toutes les étapes de la mise en marché de toute cette chose-là. Et donc, ça va paraître bientôt. Là. Moi, je veux dire, dans 6 mois, j'ai envie d'autre chose. Là. Puis j'en fais des projets. Donc, mes livres d'Air Fryer, j'en ai écrit 5 en 2 ans. Là. Ça roule. Là. Genre, je me dédie, puis on évolue, on avance. Puis donc, continue avec les livres de cuisine, mais en ayant une présence un peu plus étoffée sur le web avec une plateforme, puis avec un autre truc. Puis mes enfants, dans le fond, leur rôle, ils sont au secondaire et au cégep. Donc, mon pauvre fils qui a des trous dans son horaire, s'il n'a pas d'études, il vient travailler. Puis ils font de tout, la tenue de livre, la comptabilité... sortir les poubelles, faire la plonge pendant les shootings, assister le photographe, assister les stylistes, faire le turnover des clients au studio... l'accueil, le service à la clientèle. C'est merveilleux, ça. Oui, vraiment. C'est toute une belle école pour eux. Oui, puis je sais que sans eux, j'aurais pas réussi. Moi, je me suis séparée, ils étaient très jeunes et je les ai embarqués partout. Puis c'était 2 plantes vertes. Ils n'ont jamais pleuré. Ils ont fait leur nuit, ils n'ont jamais pleuré. On dirait que le bon Dieu savait qu'ils devaient accompagner leur mère, puis que ma famille était au Chili, puis ma mère est décédée quand j'ai lancé Cuisine Futive. J'avais plus de sport, plus tu sais, puis je me sentais pas non plus dans l'énergie de la survivante parce que la rigueur que m'avaient donné les nouvelles, de tous les jours devoir te lever, puis ça va être une grosse journée. Ça va être une grosse journée, mais j'aime ça. J'aime ça, j'ai l'impression que ça drive vraiment beaucoup. Puis tu m'as l'air aussi quelqu'un qui a énormément d'énergie. Hyperactif. Pas diagnostiqué, mais j'imagine que mes amis me disent « tu vis 10 vies en une ». Mais c'est drôle parce que avec l'âge, forcément, j'ai le goût d'en vivre 5 en une. Mais c'est ça un peu. Mais j'ai l'impression que ta réflexion stratégique, ça vient un peu avec la maturité, de te dire, OK, j'ai tant de temps, où est-ce que je veux mettre mes énergies, où est-ce que je veux prioriser? Puis j'ai l'impression que tu es vraiment dans ce geste-là où d'utiliser ton énergie à quelque chose qui vraiment te nourrit et te rapporte aussi financièrement, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup en entrepreneuriat, vu qu'on est très intuitif, on est passionné, tu te saignes, puis là, au bout de 5, 6, 7 ans, tu fais pas un sou. Tu sais, c'est difficile, là, tu as l'impression d'être éparpillé. Donc, je pense, rendu à un certain moment dans ta vie, tu dis, OK, wow, est-ce que ça, c'est un modèle d'affaires qui va me nourrir ma passion, mais nourrir mon côté financier, parce qu'à un moment donné, tu t'épuises, là. Puis, je veux dire, la vie, il faut que tu achètes ta bouffe. À un moment donné, tu as des enfants, tu as un loyer à payer. Tu sais, il y a quand même une réalité, là. Mais le fait que je sois mère monoparentale, c'est que tu n'as pas tout le temps l'écho, tu sais, de l'autre personne qui te regarde aller. Donc, moi, je suis comme, tu sais, un cheval de course, là, qui est débridé, puis c'est mes enfants qui me rappellent, des fois, tu sais, eux, ils m'appellent camion discount. C'est mon nom. C'est sexy, hein? Très sexy. L'image mentale est parfaite. C'est épouvantable. Ils sont à bout. Ils sont fatigués. Camion discount parké en double. Puis leur père est extrêmement performant. Puis lui, dans son domaine, c'est hyper performant. Donc, des fois, je leur dis... soyez fiers de vous, vous êtes des enfants exceptionnels, vous êtes travaillants, ils sont dociles, ils écoutent, ils font leurs tâches. Moi, je leur dis toujours, après les études et le travail, vous êtes libres de faire ce que vous voulez, mais ils ont droit à rien s'ils n'ont pas étudié et s'ils n'ont pas fini leur heure de travail. La rigueur. Ils ont droit à rien. Genre, je suis la mère la plus chiante au monde, mais ils ont droit... Puis je leur dis, mais c'est tellement simple, tout avoir. Étudie, finis tes heures, je ne dirai jamais non à rien. Mais si l'inverse se produit, je suis intraitable. Donc, je leur dis toujours, vous le faites, vous étudiez, vous êtes studieux, vous travaillez, vous faites ce que vous avez à faire, vous êtes pogné avec une maman immigrante, courageuse, monoparentale, même si votre père est présent dans votre vie, lui, hyper performant. Puis c'est comme difficile parce que j'ai l'impression que les hommes de la génération, de ma génération,
pouvaient mieux faire que leur père, qui avait souvent été accusé d'être absent, d'avoir négligé certaines choses. Puis je trouvais que nous, les femmes, c'était dur de faire mieux que nos mères, qui ont été d'un courage incroyable, qui ont souvent, si elles travaillaient en dehors de la maison, assuré la vie domestique, l'éducation et le soutien à l'homme qui travaille. Mais je trouvais que pour les hommes, c'était plus facile de faire mieux que leur père. Puis moi, même si j'ai eu un bon... La barre était basse, là. Ouais. Un peu, tu sais, moi, j'ai eu un super bon papa dans le sens que c'est un homme extraordinaire. Je viens de le perdre. C'est un homme cultivé et charmant, mais comme papa, il sait pas c'est quoi ma couleur préférée. Il sait pas quelle est... Il est parti sans savoir quel est mon plat préféré, alors que ma mère me devine à l'épice près. Tu sais, comme... Je trouvais qu'il y avait quand même ce décalage-là, puis... Donc, c'était plus facile pour moi de sentir... C'était plus difficile pour moi d'être une meilleure humaine que ma mère, mais j'ai trouvé cette pression-là difficile. Puis, je disais à mes enfants, vous avez 2 parents performants, mais ça, là, c'est pas de votre faute. Vous, ce que vous êtes, c'est amplement. Parce que mes enfants, c'est comme ils savent qu'à 11h le soir, je peux décider de revirer la maison à l'envers, le studio, d'aller chercher un décor, d'aller à Chicoutimi chercher une pièce. C'est comme camion d'escompte, là. Ces autres... plus capables. Donc, eux, ils sont vraiment ceux qui vont me sortir un peu de ma folie, puis me ramener confrontant. C'est pour ça, quand tu as dit dérangeant et qui dérange, j'ai pensé à eux. C'est un beau lien, puis tu en as parlé brièvement, mais je veux te ramener là-dessus. Ça fait 1 mois et demi que ton papa est décédé. Je suis désolé. Merci. Puis... comme entrepreneur, des fois, face à l'adversité, moi, je viens de le vivre, ma conjointe et moi, on a eu un bébé prématuré décédé, puis tu n'es pas nécessairement maître de ton horaire. Comment tu deals avec, justement, ces espèces de requis-là, la pression de performance, mais avec l'adversité de la vie? Bien, j'en profite pour te redonner mes sympathies à toi. J'apprécie. Et ta femme, là, pour ce que vous traversez, même. En tout cas, puis j'ai toute l'empathie du monde, fait que j'aurais juste envie de t'épauler puis qu'on retourne la conversation de côté. Puis j'ai les yeux pleins d'eau parce que vous vivez une épreuve extrêmement injuste et difficile. Mais comme on est au podcast, je réponds à la question en ravalant mes petites larmes parce que je suis vraiment touchée parce que vous vivez. Mais la réponse, c'est genre que tout fout le camp, même si moi, c'est dans l'ordre des choses, la perte de mon père à 85 ans, dans son sommeil, à côté de sa femme. Probablement une crise cardiaque. Il n'y a pas d'autopsie, mais tu sais, c'était pas dans mon agenda, là. Donc, pour la première fois de ma vie, je pense aussi parce que le fait que c'était un homme extrêmement cultivé, c'était un grand intellectuel, c'est une super personne, mais pas un papa présent, tu sais. Je me rappelle qu'il voyageait beaucoup, il m'envoyait des cartes postales toute jeune pour me dire ce qu'il découvrait dans le monde, puis tout ce qu'il faisait pour les enfants qui étaient en difficulté à l'autre bout du monde. Vieille génération un peu. Je t'aime, mais je te le dis pas. Là. Mais en même temps... Non, mais il me le disait. OK. Ça, là-dessus, on les dit, on est trop bavards, là, tu sais. Genre, je t'aime, ma fille, je t'aime, puis d'être très tactile, de coller, des gratte la nuit quand j'allais me coucher petite, mais... Après, mes parents sont séparés, puis très peu présents. Puis je me suis dit, moi, ça a été comme un accident de voiture d'apprendre au téléphone, genre, papa, il est mort. Puis j'étais sur le coup extrêmement soulagée de sa non-souffrance. C'est comme, semble-t-il, le rêve de partir en douce dans son sommeil. Donc, très apaisée de sa mort. Puis 1 semaine plus tard, la colère. Ah ouais, hein? Lui, drop the mic, il a mené la vie qu'il voulait. Ma mère s'est sacrifiée pour nous toute sa vie. Lui, il a choisi la vie qu'il voulait. Il a choisi son style de vie, son lifestyle, le temps donné à ses enfants qui n'était pas compté de façon calculatrice, mais qui finalement a été compté comparativement au temps avec ma mère qui était incalculable, qui a été une femme d'un don d'elle incommensurable. Là. Incommensurable, trop grand. Puis là, je me suis dit, OK, c'est moi maintenant, je vais mener un peu ma vie comme je l'entends. Mais ça a été ça, la leçon, en fait, ce que tu en as retiré de dire. Ouais. Moi, là,
j'ai une vie à vivre, puis je vais la vivre. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai annulé toutes mes activités professionnelles pendant presque 3 semaines. Fuck that shit. Ah, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Et moi, là, je veux dire... Parce que tu avais le Salon du livre de Québec. Oui, j'avais des engagements. Puis, tu sais, ma maison d'édition, écoute, nous, on fait des livres qui sont à la base subventionnés. Là. Il y a des investissements. Moi, je remets des sous dans mes livres parce que, je veux dire, les budgets sont respectables pour ce qu'on me donne. Mais moi, si je veux avoir mes idées de grandeur, puis le Studio X ou la vaisselle X, je veux dire, moi, j'investis beaucoup, mais tu sais, je sais qu'au Salon du livre de Québec, particulièrement d'où je suis, il y avait une affiche immense, il y avait beaucoup de place qui était donnée à mon kiosque, qui est une chose qui est un privilège incroyable d'avoir cette telle visibilité puis de ne pas être incognito parce que c'est quand même un acte d'humilité, là, au Salon du livre, si tu n'as personne qui vient à ta table. Alors que moi, j'ai toujours des gens qui viennent me voir, qui viennent signer, puis je touche du bois pour que ça continue puis que cet échange-là avec les gens perdure. Mais là, tu te sentais peut-être pas en état. Impossible. Puis en plus, dans ma ville, recevoir les condoléances de tout le monde. Puis moi, s'il faut que je braille, je braille. Là. Je veux dire, je viens de brailler, je vais brailler. Là. Je veux dire, je ne refoule pas. Donc, la dernière chose que tu veux, c'est d'avoir des inconnus non-stop pendant une journée qui viennent te parler du décès que tu viens de vivre, des condoléances. C'est comme... Mais j'étais juste incapable. Ouais, c'est ça. J'étais juste incapable. J'ai annulé toutes mes activités. J'ai jamais fait ça. Puis j'ai décidé de m'acheter un crying room puis de partir dans le sud, d'où mon bronzage, l'île de l'amour, encore persistant un mois plus tard. On voit qu'on n'était pas à la même place. Était quand on a fait OD, maintenant l'île de l'amour. Ouais, c'est ça. Toutes les émissions que j'ai jamais regardées, mais que tu vois comment est-ce que je demeure informée. Je suis au courant sur les filles grillées. Là. On est grillés. Ça fait partie de la variété du Québec. Es-tu prête pour une autre question de donation? Oui. On y va avec le maximum, c'est pour la rue des femmes. Encore une fois? Mais j'ai pas le choix. De voir si je vais cheaper à 25$ près pour la rue des femmes. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur ton industrie puis qui te fait chier? Ben, il y a beaucoup de choses qui me dérangent, mais qui sont peut-être dites. Est-ce qu'on les dit, on les dit pas? Qu'est-ce qui te fait le plus chier de ton industrie? Le copinage. Je travaille juste avec ceux qui me tentent, puis pas les meilleurs nécessairement. Ben oui, moi je le sais que je suis exclue de certains cercles, puis je sais que je peux être admise dans d'autres cercles, mais je me sens pas rejet, parce que moi je vais faire ma place, puis que je considère que tout le monde en a une. Mais il y a un sens de la justice et de la L'équité? Ben du rejet. Je sais qu'il y en a qui le vivent avec du rejet. Dans cette industrie-là, c'est cliqué. Ben moi, je ne vis pas bien avec les clics, là, pour être honnête. Là. Il y en a partout. Ben, c'est sûr. Mais moi, ça me fait mal parce que moi, je suis très accueillante, puis je suis une bonne hôtesse, puis je veux être l'amie de tout le monde. Ouais. Puis d'être moi rejetée, je ne sentirai pas nécessairement le rejet. Ça va faire mal à mon ego 2 secondes parce que ça fait toujours mal à l'ego, mais ça ne m'empêchera pas d'avancer, ça ne m'empêchera pas d'entrer la tête haute dans un endroit où, tu sais, d'arriver seule dans un endroit où je sais qu'il y a des gens qui vont toujours arriver en bande. Ça ne me dérange pas. Mais je pense à mes enfants, je me dis, est-ce qu'ils vont voir ce front de bœuf-là? Je pense à ceux qui se sentent un peu genre le rejet, la pauvreté, le rejet, les laisser pour compte, genre, ça me fait halluciner. Fait que c'est sûr que dans notre milieu, il y a des clics, tu sais. Moi, je pense que ça serait probablement l'insulte ultime ou ce qui me ferait tilter le plus, c'est avoir mon enfant qui se fait refuser quelque chose parce que c'est le fils de Étienne Crevier, là. Il risque d'avoir des voies ouvertes plus qu'un refus, non? Non, ben, probablement, mais mettons que 1% de refus parce qu'il y a des gens qui ne m'ont pas aimé, donc ils s'attaquent à mon enfant. Là, je vais tilter. Bien sûr. Ça n'arrivera pas. Non, exact. On fait de la projection positive. Exactement. Est-ce qu'on a 2 dons ou c'est moi qui les fais? Non, écoute, ma foi, je te lève mon chapeau. Je te coûte cher? Mais écoute, c'est une bonne cause, fait qu'on pourrait même pousser l'enveloppe encore plus. Mais on va prendre une petite pause parce que là, les finances sont dérangeants. Hein? Non, je fais des blagues. Mais ce que tu dis sur ton industrie est quand même vrai dans le sens que c'est à la fois le santé mieux-être, mais c'est aussi des gros égos parce que c'est un milieu UDA, si on veut dire ça comme ça. Puis comment tu y trouves ta place encore aujourd'hui? Ben, moi, je refuse qu'on mette un nuage sur mon pique-nique. Donc, je trouve toujours le beau, même s'il y a des gens qui le méritent un peu moins. Le kill them with kindness. Oui, je cherche toujours le bon côté. Tu prends ta place au lieu de la trouver. C'est peut-être ça, le geste qui fait que tu as tracé aussi loin. Oui, mais moi, je disais dès le jour 1, pour Cuisine Futée, le soleil brille pour tous, tu sais. Tu peux pas l'empêcher.
C'est pour ça que tu es aussi bronzée. Que je suis grillée. Je suis grillée. C'est ça, grillée. Je serais une bonne candidate à l'île de l'amour. Ouais, je me suis mis la carrosserie dans l'air fryer. Non, mais j'ai vraiment l'impression que tu te laisses pas abattre justement par quoi que ce soit. Que tu es tellement entrepreneur dans l'âme, tu fonces. Mais l'effet pervers de ça, là, tu sais, quand ils disent que tu dois vivre tes émotions, là, ça fait pas longtemps que je comprends ce que ça veut dire. Dans quel sens? Ben, je dis, c'est quoi ça, vivre ses émotions? Tu sais, le décès de mon père a ramassé tout ce que j'ai pas vécu dans les 15-20 dernières années. Tu sais, moi, je reçois un coup de batte de baseball, je me lève le lendemain, je me mets du gloss, je me fais un beau brushing, j'y vais. Puis, tu sais, je me pop des bulles d'électrolytes maintenant, là, mais tu sais, je suis très effervescente, très festive. Mais peut-être aveuglée, justement, par le quotidien, la stimulation, tout ça. Puis là, à un moment donné, là, ton père meurt, puis ça te revient dans la face à 100 000 à l'heure. Ah oui, le boomerang était vraiment fort. Là, l'élastique a cassé. Mais tu sais, est-ce que tu l'aurais vécu autrement? C'est ça. Est-ce que tu aurais pu trouver un meilleur équilibre? Je veux dire, j'ai l'impression que tu es tellement fonceuse que tu y vas, puis là, à un moment donné, ben, la vie te donne un concret, certain... je vais te dire par quoi ça se traduit. Parce que moi, aller chez le psychologue, ça m'impatiente. Là. Je serais due pour une grosse thérapie. Gros colour, là, tu sais. Je me suis bookée un massage chaque semaine. Les semaines où je suis, puis c'est comme... tu sais, moi, je veux me mettre ça le fun, tu comprends? Aller en thérapie parce que je vais pas bien, c'est ce que je devrais faire, mais je trouve pas ça le fun. Je trouve pas ça le fun. M'asseoir devant quelqu'un puis commencer à raconter à quel point je souffre à l'intérieur, je trouve pas ça le fun. Mais aller me faire masser toutes les semaines, puis cette semaine, je suis allée 2 fois pour une erreur de rendez-vous, puis j'ai fait, mais non, mais je vais le prendre le deuxième. Puis d'être de même, puis brailler sur les souliers de la massothérapeute, je trouve ça vraiment le fun. Brailler toutes les landes de mon corps. Après ça, j'ai pris des soins. Après ça, je me suis inscrite à un endroit où je peux aller faire la routine scandinave ou Latina Bamba, sauna, bain de vapeur. Et froid. Ouais. C'est vraiment le fun. J'y vais le matin avant d'aller conduire ma fille. On va s'entraîner. On va dans le spa. Je rentre dans le bain tourbillon, mon système nerveux central... En plus que moi, tu sais, comme là, soudainement, je découvre une facette de moi qui est calme, qui parle plus lentement. Puis même que là, je viens de me dire, j'ai juste d'y penser des fois. J'ai ce côté toujours très énergique qui fait ma réputation, Alex, une fille énergique. Puis finalement, je me rends compte que j'ai aussi ce côté-là très apaisé. Donc, je me disais 25 minutes dans un sauna sexe, impossible que je résiste. Maintenant, je le fais. J'écoute des podcasts. Je vous écoute. Dans mon sauna. Gardez cette image. Toutes mes condoléances, mais clairement, ça fonctionne. Ouais. Puis, j'aurais tendance, parce que j'étais un peu... moi, je suis très inspirée par cette routine-là, de voir l'énergie débordante. C'est quoi d'autre qui te permet, justement, de continuer à 80 000 à l'heure, à toutes les semaines, à tous les jours? Bien, je pense qu'il y a une partie qui est vraiment... Tu sais, je ne suis pas diagnostiquée, mais je suis clairement hyperactive, là. C'est génétique, là. Il y a quelque chose... Bien, je pense, là, parce que... Mais il n'y a pas une partie aussi que tu es tellement nourrie par ce que tu fais? Passionnée. Oui, je pense qu'il y a ça aussi. Mais là, tu apprends justement à te faire plaisir, à te mettre peut-être un peu plus en avant, puis avec un meilleur équilibre. Bien, tu sais, s'occuper de soi, se mettre à l'horaire, c'est des affaires qui me tapent sur les nerfs à un niveau extrême de tapage sur les nerfs. Là. Je veux dire, me mettre à l'horaire quand moi, je suis dans le jus, j'ai 2 enfants, que je suis pourvoyeur, je veux le meilleur, je veux voyager, je veux pouvoir partir quand je veux. Peut-être que mes investissements futurs sont nuls, mais moi, c'est sûr que si je meurs demain matin, là, j'ai vécu... Ça va été le fun. Oui, mais te mettre à l'horaire, ça veut pas dire de ne pas faire toutes ces choses-là. Ça veut dire de te prioriser pour être encore plus performante quand c'est le temps d'être performante. Exact. Tu sais, c'est de mieux reculer au quotidien pour mieux avancer. Oui. C'est pas parce que tu es complètement dans le train-train quotidien tout le temps que tu es super performante. On l'a dit tantôt. Tu vois, là, maintenant, tu es 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, puis t'emmènes large quand même. C'est fou ce que j'arrive à réaliser. C'est sûr qu'à travers ça, tu sais, il y a beaucoup de tâches, là. Mais je veux dire, je pouvais... plate, ça? Non, mais je pouvais passer des fois... Tu sais, pour vrai, quand tu disais, c'est pas vrai que tu travailles 80 heures, je procrastinais. Ben oui. Mais là, je veux dire, il a fallu que je fasse un atelier sur la procrastination, puis que je comprenne ce que c'est, puis que je comprenne qui procrastine, pourquoi, puis quel est l'effet de cette roue qui tourne là, puis c'est extrêmement révélateur, qu'à la fin, ça te soulage de savoir que tu procrastines. Mais ma procrastination a toujours été de ne pas exécuter une tâche
pour aller en faire une qui va nourrir ma tâche principale. Ce qui veut dire lire 400 pages. Ne pas faire ma tenue de livre pour aller lire 400 pages qui vont projeter autre chose ou aller faire 4 meetings ou 8 appels ou 402 textos, tout ça en même temps pendant que je ne fais pas ma tâche principale. Tu te sens occupée finalement. Tu n'es pas productive, mais tu te sens occupée. Exact. Puis aujourd'hui, mettons, Alexandra Diaz, avec tout ce qui est derrière toi, cuisine futée, parents pressés. Très bien dit. Merci. Trop tard, ça n'existe plus. Et là, la nouvelle web-série, ça va être quoi? Ça serait quoi ta coupe Stanley? Que tu dis là, j'ai réussi, là. Je vous jure que c'est vrai. Mais c'est parce que ça a l'air d'une cassette. J'espère avoir assez d'argent pour que quand mes enfants aient des enfants, je puisse, genre, choisir mon horaire quand je veux. C'est sûr que je vais être la grand-maman qui va être la nounou, comme ma mère m'a aidé à élever mes enfants, tu sais. Cette tradition-là chilienne, elle est en moi. Ma mère m'a aidé. Ma mère, c'est mon mari, là. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon conjoint, j'ai perdu tu sais, ma meilleure amie. Oui, ma partner, mon associé, c'est sûr que avec l'ajustement, en tout respect de la génération de mes enfants, je souhaite pouvoir avoir assez d'argent pour tirer la plug n'importe quand. Parce que peut-être que mes enfants ont été si parfaits, bégonia, comme je dis. Il fallait juste leur donner de l'eau puis ils ne demandaient rien. Parce que moi, j'étais une maman complètement apaisée, sereine, parce que j'étais backée par une maman qui portait un regard tellement confiant. Ma mère me regardait puis elle me disait « T'es une bonne maman. Tu fais bien les choses. » Fait que toi, tu veux remettre ça en quelque sorte à tes enfants? C'est sûr, c'est sûr. Mais donc, avoir la liberté. En fait, ce que tu recherches, c'est une certaine liberté financière pour pouvoir vraiment être présente pour les enfants et les petits-enfants. Oui. Puis, tu sais, j'imagine que n'importe quel entrepreneur, tu sais, le sens pour lequel tu fais les choses, tu sais, trouver le sens, tu sais, quel sens tu donnes à l'argent que tu vas gagner. Ben, c'est pas l'argent à tout prix, c'est comment tu le fais aussi. Oui, puis tu sais, c'est les gens qui disent, mais moi, je veux pas être seule au top, là. Mais moi, je veux être seule au ras des pâquerettes, là. Je m'en fous au top, dans le milieu, en avant, en arrière. Je veux juste être avec ma famille, puis les voisins, mes amis, la communauté avec qui on a élevé les enfants, même mes collègues fidèles, mes collaborateurs fidèles, ma maison d'édition, tu sais, comme avec qui j'ai grandi. Tu sais, il y en a qui sont rentrés avec un tel poste qui aujourd'hui sont dans la haute direction que j'ai vu passer à travers ces 12 années-là. Puis c'est sûr qu'on se texte puis qu'on se compte des jokes qu'on ne dirait pas autour d'une table de réunion parce qu'on a cette amitié-là, tu sais. Mais ce qui compte, c'est d'être ensemble. Fait à n'importe quel niveau, la réalité, c'est que l'argent achète certains bonheurs. Puis j'ai une dernière question à 100$ pour toi. As-tu un chiffre en tête? Ben moi, je suis un peu influencée par la manifestation, là, tu sais, le manifester, Ouais. la vague de... moi, qui a tellement peu de spiritualité puis qui est tellement premier degré. Ben, on va y aller pour des millions à l'infini, là. Ça s'appelle des milliards. Insatiable. Ben, pourquoi mettre une limite? C'est vrai. C'est ça l'idée. Allons au top, allons au meilleur de nos capacités. Puis dire... Mais tu sais, tu peux pas me demander un projet avec un frein ou une limite. Je veux l'emmener le plus loin possible. Exact. Alexandra Diaz, ça a été une rencontre vraiment inspirante. Tu es l'entrepreneur de ta vie. Comme l'a bien dit Marie-Josée, tu as été une entrepreneur dans ta maternité, tu as été une entrepreneur dans ta carrière média, maintenant dans tes livres, dans tes projets de web-série. Fait que si tu avais le syndrome de l'imposteur à te demander si tu es une entrepreneur, je crois qu'aujourd'hui, on a répondu que c'est à 100 000 $. Vous me bénissez. Tu as la bénédiction des dérangeants. Tu es une dérangeante entrepreneur à fond la caisse. Mais pour vrai, vous êtes des bons mentors. Je vous écoute religieusement en me pomper comme éternellement, mais j'ai l'humilité d'apprendre avec vous puis de me dire que je suis une ticoune qui est capable de se débrouiller grâce à tout ce que vous... Tu sais, dans le fond, c'est ce que vous voulez faire, tu sais. Être une épaule... Briser l'isolement. Puis ça sera ma coupe Stanley à nous de dire, on aura réussi ça, on aura inspiré Alexandra Diaz. Merci énormément d'avoir été au Dérangeant. J'apprécie grandement. À la maison, n'hésitez pas de vous abonner sur toutes les plateformes Apple Podcasts, Spotify, Google,
allez sur le site web www.lesdérangeants.com. On va peut-être mettre une coupe de recettes de air fryer aussi là, avec l'épisode, juste pour comme sur le pouce quand on est des entrepreneurs pressés. C'était Étienne Crevier qui vous remercie d'avoir été là et qui vous dit à la semaine prochaine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!